Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots ce soir en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver donc en ce mercredi donc avec Audrey Sabardel qui viendra donc nous présenter son livre Cargo Blues aux éditions Le Bruit du Monde. Donc là ce soir on va parler polar, on va parler polar marseillais mais surtout polar aussi au féminin. On en verra tout à l'heure avec Séraphine. On aura donc une chronique donc de notre chère amie Sonia. Sonia, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? C'est un livre à la hauteur d'Audrey, hein. Quand on connaît sa plume, on la reconnaît direct dans les premières pages et c'est toujours un plaisir de la lire. Et ce nouveau polar est très, 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 très bien, je dirais même. Eh bien, écoute, on t'écoutera dans quelques instants. Alors, encore une fois, et à titre exceptionnel, on n'aura pas ce soir d'extrait de la part de Marie suite à un petit souci technique, mais on aura la chance d'avoir un extrait lu par l'auteur directement, donc avec Audrey tout à l'heure, qui a accepté de se prêter au jeu de la lecture. Donc vraiment, merci à elle. On aura donc la question de l'invité, où Audrey devra répondre à la question de l'invité précédent, hein, et on le rappelle que c'était Olivier Neuret qui était avec nous. Et en plus, on l'a su ce vendredi qu'il y a une bonne nouvelle concernant son roman. On en reparlera dans quelques instants. Et on finira cette émission avec le portrait de Séraphine sur Audrey. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Audrey? Audrey, c'est surprenant parce que c'est un soleil, elle est constante, elle est toujours très ouverte, très souriante, très, très joyeuse. Et pourtant, elle va dans une psychologie, enfin, la façon dont elle traite ses personnages masculins pour la plupart, c'est très rigolo comment elle comment elle sort justement de ce personnage pour en incarner d'autres qui sont pratiquement à son antipode, en fait. C'est très, voilà, c'est très contradictoire et en même temps pas tant que ça. On en parlera. On en parlera effectivement dans quelques instants. Et puis, en tout cas, je remercie toutes les personnes déjà présentes. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission chaque mercredi et chaque vendredi soir à 19h30 sur Facebook et sur YouTube. Vous flashez ce QR code que vous pouvez aussi retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre l'émission. Les personnes viennent poser leurs questions en commentaire. Le but du jeu pour l'auteur, c'est d'y répondre. Et ce soir, on reçoit Audrey Sabardel. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Merci à toi d'être avec nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler de ton nouveau roman aux éditions Le Bruit du Monde, Cargo Blues. Donc c'est ton troisième roman, on va avoir l'occasion d'en parler. Mais avant toute chose, comment vas-tu ce mercredi soir? Ben écoute, je vais très bien, je suis ravie d'être avec toi, avec vous. Je vais très bien, même si je suis un peu sur les rotules parce que j'enchaîne les rencontres et les salons et tout ça. Mais c'est toujours un plaisir, alors tout va bien. Eh bien, écoute, en tout cas, merci à toi d'être avec nous. Bon, comme on l'a dit, tu connais le principe de l'émission. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont présentes et qui vont poser des questions. Le but du jeu, c'est d'y répondre. Mais avant toute chose, avec tes mots à toi, est-ce que tu peux nous dire qui est Audrey Sabardel? Alors, j'ai 49 ans. Je suis née à Marseille. J'ai vécu presque jusqu'à maintenant. Je l'ai quitté il y a quelques années à peine pour m'installer à la campagne avec mon mari et ma fille. Et puis, je suis prof depuis 30 ans à peu près, prof de français en collège. Actuellement dans un collège à Aix-en-Provence. Et puis, j'en ai fait plein d'autres. Et puis pour ce qui nous concerne, c'est effectivement, comme tu l'as dit, mon troisième roman. Le premier sorti en 2022, et puis ensuite j'ai enchaîné. Donc le dernier est sorti il y a 2 mois, avec un petit passage aussi par les nouvelles, enfin plus qu'un petit passage d'ailleurs, mais enfin en tout cas j'ai une nouvelle qui est parue dans un livre édité, alors que précédemment j'ai beaucoup écrit de nouvelles, mais qui ne sont pas parues. Eh bien, écoute, on va avoir l'occasion de parler, hein, c'est ton émission, on le répète, de ton univers livré. Justement, avant de commencer et avant la première question, parle-nous de ce recueil de nouvelles et pourquoi as-tu commencé par la nouvelle? J'ai commencé par la nouvelle parce que pendant très longtemps, enfin presque jusqu'à maintenant, à vrai dire, j'étais persuadée que je n'étais pas capable d'écrire du long, que je ne pouvais écrire que des nouvelles. Et voilà, en fait, je m'autorisais seulement à ça.
Et puis, c'était un format qui me plaisait bien aussi parce que ça faisait un peu défi, jeu littéraire, parce qu'il y a toujours une contrainte de forme et parfois d'autres contraintes de thème ou peu importe comment dire, les conditions, mais il y a toujours une contrainte. Et moi, ça m'aidait finalement à écrire, mais j'écrivais voilà, dans mon coin. Donc, j'ai vraiment commencé avec les nouvelles et pendant longtemps, je n'ai écrit que ça. Et puis, il n'y a pas si longtemps, voilà, je me suis mis à essayer d'écrire un roman. Et puis, le fait est que ça a marché. Mon premier manuscrit a été édité. Et maintenant, je m'autorise à écrire des romans. Eh ben justement, tu t'es lancé dans les romans et est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, alors le premier roman, donc c'était en 2022, c'est Le soleil ne brille pas pour tout le monde. Donc c'est un polar marseillais. Et on voit, puisque je vois que la couverture passe à l'écran, on voit un peu tout l'univers de cette histoire-là sur cette couverture. On a le Marseille un peu carte postale, un peu idéal, ou idéalisé en tout cas dans l'imaginaire avec la bonne mer, les collines, la mer. Et puis en premier plan, là c'est les quartiers nord que je connais très bien parce que j'y suis née et que j'y ai vécu tout le temps jusqu'à 40 et quelques années. Et en fait, mon personnage, il a un parcours comme ça à travers Marseille. Il a tout fait pour pour partir de ces quartiers-là, les quartiers nord, et puis quelque chose va l'y ramener, et ça donne un polar un peu comme une cavalcade à travers Marseille. D'accord. Et ensuite, effectivement, tu as écrit, oh, c'est pas celui-là, c'est de l'autre côté, Les Naufragés, toujours chez le même éditeur, qui a rencontré aussi Ouais. un succès. Oui, Les Naufragés, donc mon deuxième roman qui est sorti en 2023, l'année d'après. Donc c'est toujours Marseille, mais c'est vraiment un autre visage de la ville. Là, on est, pour ceux qui connaissent, on est au Vallon des Offres. J'explique en 2 mots ce que c'est le Vallon des Offres. C'est un petit port, vraiment pour le coup carte postale, en plein cœur de la ville, sous la corniche. Et donc on est absolument aux antipodes de Marseille dont je parle dans le premier roman. Et ce roman-là, il est plutôt roman noir plutôt que polar, dans la mesure où l'élément de société qui va traverser toute l'histoire, c'est la question des migrants, qui à ce moment-là m'avait vraiment, m'avait heurté et intéressé, intéressé et heurté, je ne sais pas dans quel sens. Plus que heurté, inquiété. Ça me questionnait beaucoup et ça me questionne encore. Et du coup, ça a donné un roman. Alors, mon roman n'est pas ni un roman, il n'y a pas de vocation à dénoncer, ou c'est pas un roman politique, mais disons que cette question-là traverse vraiment toute l'histoire et c'est le destin d'un personnage qui arrive à Marseille par la mer, on va dire ça comme ça. Et ben, en tout cas, merci à toi. Et justement, avant de parler de Cargo Blues, parce que c'est vraiment pour ça qu'on te reçoit ce soir, il y a effectivement Talibanière qui nous dit Les Naufragés, quelle histoire! Un livre très prenant par son histoire, son écriture, ses personnages. Donc vraiment, merci beaucoup Tali. Et Dominique Guéna qui est avec nous, qui nous dit Audrey, tu écris des romans très sombres, mais ils ont toujours cette part de lumière qui te caractérise. Pourquoi? Ben, ça me fait très plaisir qu'on dise ça et que Dominique dise ça, merci. Effectivement, alors j'ai parlé de roman noir déjà, et parce que moi, en tant que lectrice, j'aime les histoires fortes, puissantes et les tragédies. En fait, j'ai toujours trouvé ça très beau, les tragédies, pas à vivre, mais à lire, oui, ou au cinéma aussi, ou au théâtre. Je trouve que c'est vraiment le genre premier. Et ça donne des histoires toujours voilà, ça amène des péripéties, ça amène des personnages contrastés. Et donc, le roman noir, c'est ça aussi. Et ça permet d'avoir un regard sur la société. Alors, je suis quelqu'un de très optimiste et très, enfin, on l'a dit, je crois, tout à l'heure, très souriante et tout ça. Mais en même temps, j'ai un regard assez amer, en fait, sur la société. Pas toujours. Je suis optimiste, mais je vois ça quand même. Je vois bien la noirceur des choses, quoi. Et le roman noir, ça permet d'éclairer ça. Ça permet d'éclairer les marges, d'éclairer tout ce qui ne va pas dans ce qu'on traverse. Là, je parle de réalité. La fiction permet
permet d'analyser, je pense, ou en tout cas d'observer les choses. Et en même temps, si on reste uniquement dans l'obscurité, dans le constat que rien ne va, bon, d'abord, c'est carrément déprimant. Et puis, ça correspond pas à ce que je suis, parce qu'au fond, je suis, je pense, lucide sur ce qui ne va pas, notamment dans la société marseillaise. Mais je crois fondamentalement qu'il y a toujours une possibilité que les gens se rachètent, que les gens soient meilleurs et que de toute façon, on s'en sorte à plusieurs, de préférence, par le collectif. Voilà, donc je ne fais pas de politique, mais enfin, ça transpire un peu toujours dans mes histoires. D'accord. Merci beaucoup, Dominique, pour cette question. Et je remercie toutes les personnes qui arrivent. Je vois que Maëlys Père vient d'arriver. Bonsoir, Maëlys, la directrice de publication aux éditions Rédactives, qu'on salue. On parlera dans quelques instants de Cargo Blues, mais tu disais tout à l'heure que tu as commencé ta carrière en tant que prof de français. Tu l'as dit, tu es prof de français. Est-ce que ce métier t'a aidé dans l'écriture? Je pense que c'est sûr. C'est sûr et certain. Alors, je n'ai pas conscience, je peux pas te dire exactement, précisément en quoi ça m'aide, mais enfin, depuis 30 ans, depuis toujours, je lis. Depuis 30 ans, je lis des copies d'élèves et j'essaye de trouver des solutions pour les aider à écrire mieux. Donc, voilà, ça m'a forcément fait baigner là-dedans et ça m'a fait réfléchir beaucoup à la langue et à la manière dont les grands écrivains écrivent. Et je pense pour prétendre être un auteur, même pas forcément un bon auteur, mais pour être un auteur, il faut déjà avoir beaucoup lu. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et le fait de le transmettre aux enfants, aux adolescents, pour qui c'est évidemment compliqué, et c'est normal, évidemment que ça me donne aussi des méthodes à moi. Voilà, c'est juste que pendant très longtemps, je n'avais pas pensé à me les appliquer à moi-même et j'étais juste tournée vers mes élèves et leur travail d'écriture. Et voilà. Et puis quand j'ai compris que je pouvais peut-être m'en servir pour moi, pour le coup, ça a changé pas mal de choses. Il y a René qui nous dit Audrey, êtes-vous d'un naturel optimiste? Oui, je suis d'un naturel optimiste, même si, comme je disais, je suis lucide et je peux avoir des jugements assez noirs sur ce qui m'entoure, voilà, en écoutant les infos, en lisant la presse, etc. J'imagine comme tout le monde, quoi. Mais n'empêche que je crois vraiment que même dans les quartiers les plus compliqués à Marseille, par exemple, ou dans d'autres grandes villes, mais que je ne connais pas, je me dis qu'il y a toujours des gens de bonne volonté. Et enfin, je l'ai vécu. Moi, vraiment, j'étais à Marseille quasiment jusqu'à maintenant dans des quartiers où toutes les difficultés sont réunies. Donc, il y a toutes les chances que ça se passe mal. Et en fait, au fond, même si à la télé, on ne parle que des choses qui dysfonctionnent, au fond, ça va bien. Au fond, les gens s'entraident. Au fond, il y a des actions culturelles qui sont menées même dans des endroits complètement abandonnés parfois par les pouvoirs publics. Et donc, oui, moi, je crois que les gens se bougent, en fait. Les gens se bougent et c'est ça qui permet de rester optimiste. Quoi qu'il arrive, c'est que je pense qu'il y a vraiment des individus, beaucoup d'individus, c'est pas des exceptions, beaucoup d'individus qui se bougent et qui font à leur échelle tout un tas de choses, de petites choses, mais qui sont pas des petites choses. Et ça fonctionne. Voilà. Alors après, ça se voit pas forcément. C'est pas grandiloquent, c'est pas spectaculaire, c'est pas. Mais au quotidien, c'est ces gens-là qui font qu'on vit bien dans un quartier, y compris un quartier, voilà, où il y a beaucoup de difficultés. Donc je suis optimiste. Non. J'y crois. Voilà, donc il y a René qui nous posait la question sur l'optimisme. Et il y a l'autre, Papy Lolo, qui dit, Laurent Alain qui est avec nous, qui nous dit, pour une grande optimiste, qu'est-ce qui pourrait à ce moment-là vous rendre pessimiste? Ah, il commence bien, lui. Ouais, alors j'ai commencé tout à l'heure en disant je ne ferai pas de politique, mais s'il y a bien un truc qui me rend pessimiste, c'est la montée de l'extrême droite en France, en Europe. Et puis, enfin, voilà, Trump, il se prétend pas d'extrême droite, mais quand on commence à interdire des livres, quand on commence à faire une politique migratoire, enfin, voilà, là, si on commence là-dessus, l'émission, elle va devenir singulièrement noire, là, pour le coup, mais voilà, ça me rend pessimiste, mais même ça, même si je suis effarée, en colère contre ça, là, qui arrive
d'une façon tout d'un coup. Ça montait depuis longtemps, mais là, c'est assez vertigineux. Et il y a peu de pays, je crois, qui échappent à ce danger-là. Donc, j'ai un peu peur que ça nous tombe dessus de tous les côtés en même temps. Donc, ça, pour le coup, c'est même pas que ça me rend pessimiste, c'est que ça m'inquiète énormément. Mais je me dis que, enfin, quand on en parle, on est quand même nombreux à être en colère de ça. Donc, je me dis qu'on va trouver un moyen de se mettre ensemble, de faire quelque chose. Je ne sais pas bien quoi, mais on va y arriver. Voilà, c'est Bien sûr. obligé. Il faut. Eh ben justement, soyons optimistes, justement, comme tu l'es, puisqu'on le rappelle que tu es avec nous ce soir pour nous parler de ce livre. Troisième roman de Cargo Blues aux éditions Le Bruit du Monde, dont on aura l'occasion d'avoir la chronique de Sonia dans quelques instants. Mais on l'aura compris, dans tes romans en général, Marseille tient vraiment un rôle important, c'est digne d'un personnage. Qu'est-ce qui te plaît justement sur Marseille? Pourquoi à chaque fois, même si tu y es né, tu l'as dit dans les quartiers nord, pourquoi à chaque fois tu veux y mettre Marseille? Ben, en réalité, je me suis pas dit bon, sur quoi je vais écrire, tiens, pourquoi pas Marseille. En fait, ça me constitue tellement que je me suis même pas posé la question. Mon premier roman, enfin, quand j'ai écrit mon premier manuscrit, je ne savais pas que ça finirait, je ne savais même pas que j'irais au bout, et encore moins que ce serait publié. Moi, je pensais que j'allais le faire un tirage en photocopie, mettre une spirale, l'offrir à l'ami qui a fait en sorte que j'aille au bout de ce projet, et puis c'était tout, et c'était bien. Donc, je me suis posé aucune question, j'ai écrit sur ce que je connaissais, j'habitais dans les quartiers nord, et donc mon histoire se passait dans ce cadre-là. Et puis, en fait, les histoires se sont enchaînées avec Marseille toujours, parce que c'est moi, c'est ce que je vois tous les jours quand j'ouvrais mes volets, c'était Marseille. Donc, et puis, je connais le langage marseillais, je connais la société marseillaise. Donc, pour moi, c'est la manière dont je vois la société en général, c'est par le prisme de Marseille. Et donc, voilà, c'est pas. Pourquoi ça te plaît d'écrire sur Marseille? C'est que c'était obligatoire, je crois. J'aurais pas pu, pour mon premier roman, et pour le premier, c'est sûr, je n'aurais pas pu écrire sur autre chose. Sur les suivants, oui, ça aurait pu, mais en fait, j'avais encore des choses à dire sur Marseille que je trouvais importantes, pas importantes pour les gens, hein, j'ai aucune prétention à faire des livres importants, mais c'était important pour moi. Moi, j'avais des choses à dire, à exprimer pour moi-même. Et bon, il se trouve que ça a plu, mais voilà, j'avais un regard encore, j'avais pas terminé de faire le tour de ce que je voulais dire sur Marseille. Et puis le truc, c'est que quand on se dit, bon, bah là, j'ai tout dit, et puis à ce moment-là, il y a une actualité qui interfère et qui donne un autre élément sur Marseille que je croyais connaître, dont je croyais avoir fait à peu près le tour, entre guillemets, parce qu'on n'en fait pas le tour, mais en tout cas, moi, il n'y avait plus d'urgence à dire quelque chose. Et puis tout d'un coup, voilà, une nouvelle actualité. Alors, une nouvelle histoire naît dans la tête, et elle est à Marseille, forcément, puisque c'est là que je suis, c'est ce que je connais. Donc voilà, Marseille s'est imposé à moi parce que c'est moi. Marseille, c'est moi. Ou moi, c'est Marseille, je sais pas. C'est Marseille bébé, comme dirait l'autre. Ouais, c'est ça. Question intéressante de Frédéric, justement, sur ton roman Cargo Blues que tu présentes avec nous ce soir, qui nous demande, Audrey, quelles sont vos méthodes d'écriture pour aborder le sujet de votre livre? Alors, pour aborder le sujet, donc je pense que la question, c'est d'où vient l'inspiration et comment je la mets en œuvre dans l'histoire. Pour ces trois romans, et pour Cargo Blues, ça n'est pas différent. C'est parti d'un fait divers, d'un fait d'actualité. En l'occurrence, Cargo Blues s'ouvre sur le premier chapitre, évoque une fusillade qui a lieu dans un quartier, disons à la Joliette. C'est un peu plus petit que ça dans la réalité, mais pas bon. Donc à la Joliette. Et ce quartier-là, jusqu'alors, était épargné de ce genre de faits divers qui étaient totalement devenus banals dans les quartiers où moi je vivais, par exemple, dans le 15e, dans le 14e. Donc ça, c'est les quartiers nord. Dans le 13, 14, 15, c'est le quartier nord. Le 16e aussi, mais c'est l'Estac, c'est un traitement... il ne se passe pas exactement les mêmes choses là-bas. 13, 14, 15, c'est vraiment les quartiers nord. Quand on parle des quartiers nord
aux infos, c'est 13, 14, 15. Et donc, malheureusement, les fusillades, ça devenait tristement banal. À la Joliette, c'était la première fois que ça arrivait, à ma connaissance, en tout cas, celle qui a eu lieu vraiment sanglante, qui touchait des gens très jeunes. C'était tout à fait nouveau. Et donc ça, là, je parle d'une histoire vraie, c'était dans le journal. Et tout à coup, c'était dans la presse, et puis les gens, même y compris les Marseillais de ces quartiers-là, et d'ailleurs, se disaient, en gros, ce qui se passe dans les quartiers nord se déplace vers la ville, puisque la Joliette, c'est un quartier qui est vraiment collé au centre-ville, au Vieux-Port, c'est juste avant le Vieux-Port. Comme si le mal entrait en ville, quoi, un truc comme ça. Et voilà. Et donc, c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était une évolution de Marseille. C'était plus les histoires de bandes rivales liées à la drogue dans les quartiers, mais c'était tout à coup autre chose. Et voilà. Et donc, l'histoire de Cargo Blues, c'est né de ça. C'est né de cette première fusillade. Et l'autre point d'actualité les 2 points d'actualité principaux, c'est donc celui dont je viens de parler, et un autre, c'était lorsque le conflit en Ukraine, la guerre en Ukraine a été déclenchée. Marseille a hébergé, un bateau à Marseille, c'était pas la ville, mais un bateau de la Corsica Linea a hébergé pendant 2 mois des réfugiés ukrainiens, et c'était vraiment au début c'était la première vague de réfugiés en fait. Et donc j'ai oublié le nombre, mais il y a un très grand nombre essentiellement de femmes, d'enfants et aussi quelques hommes qui se sont retrouvés hébergés sur un bateau qui est donc resté à quai pendant 2 mois, qui n'a pas navigué, qui est resté là pour servir d'hôtel un peu. Et les gens ont vécu là totalement, ils mangeaient, ils dormaient, ils vivaient vraiment là. Et donc ça aussi, c'était un fait d'actualité qui m'a beaucoup marqué, d'autant que j'avais un ami très proche qui était marin dans cette compagnie et à qui on a demandé s'il souhaitait faire partie des équipes qui allaient s'occuper de ces gens-là. Et il en a fait partie et ça l'a beaucoup marqué, il m'en a beaucoup parlé à ce moment-là, quand il le vivait. Et donc voilà, c'est resté dans ma tête. Je ne savais pas que ça finirait un jour dans un roman, mais ça a été le cas. Donc, pour répondre à la question, les méthodes d'écriture pour le sujet, c'est d'abord de m'ouvrir au monde et de voir l'actualité. Et en fait, l'actualité, malheureusement, nous donne des tas et des tas de scénarios de romans noirs et de polars. C'est vrai. Et effectivement, le polar marseillais, effectivement, que tu nous présentes ce soir, Cargo Blues aux éditions Le Bruit du Monde. Alors, on l'a dit plusieurs fois, que ce soit lors des conférences, qu'on y retrouvait la plume de Jean-Claude Izzo et même de Olivier Norek. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça avant d'écouter la chronique de Sonia, justement? Ouais, alors Olivier Norek, ah oui, c'est vrai, il y a c'est un lecteur qui avait fait le lien avec Olivier Norek. Moi, j'avais déjà dit que Norek, c'était l'un des bouquins, des auteurs que je lisais, et que notamment Entre deux mondes, qui se passe dans la jungle de Calais. Donc ça m'avait beaucoup marqué parce que c'est vraiment la frontière entre le noir et le roman noir et le polar. Et quand le polar n'est pas qu'un polar, quoi. Mais effectivement, quand un lecteur a fait un lien justement entre, je pense pas que c'était sur le style, mais je pense que c'était justement ça, le fait que ce soit un polar dans lequel la société avait toute sa place et était un personnage de l'histoire. Je crois que c'était là-dessus que la comparaison était faite. Ça m'a évidemment flatté énormément, comme ça me flatte beaucoup qu'on puisse penser à Izzo quand on me lit. Parce que Izzo, c'est quand même, pour moi, c'est l'auteur qui m'a fait entrer dans le roman noir. Je ne lisais absolument pas de roman noir. Je lisais que des classiques du 19e et du 20e, mais vraiment que des monuments, des auteurs débutants du genre Victor Hugo, je sais pas moi, Maupassant, Balzac, Zola, des débutants, quoi. Et puis après, d'autres débutants du genre Camus, voilà. Que des petites personnes comme ça. Et en contemporain, aucun littérature noire. Et je suis rentrée là, dans ce domaine-là par Izzo, un copain qui m'a prêté la trilogie. Et voilà, j'ai découvert que je pouvais aimer des romans écrits au moment contemporain, quoi. Et que je pouvais aimer la littérature noire et que je pouvais lire des Marseillais. Voilà, donc j'ai découvert tout ça en même temps. Et
C'était chouette de voir ça. Ça m'ouvrait une autre, un autre champ de lecture, quoi. Voilà. Donc Norek et Iso, je prends ça comme un héritage. Enfin, je me sens pas héritière de ça parce que c'est beaucoup trop grand pour moi. Mais je prends le compliment, évidemment, je prends le compliment, c'est trop beau. C'est un bouquet de fleurs, quoi. Donc 2 bouquets de fleurs, je prends. Voilà, eh ben, écoute, tu prends le bouquet de fleurs et en plus, on aura la chance tout à l'heure d'écouter une question qui te sera destinée justement de la part d'Olivier Norek qui était avec nous, on le rappelle, la semaine dernière. Donc, effectivement, on a hâte d'écouter sa question. Un cadeau, un vrai cadeau, merci. Avec grand plaisir. Tu as partiellement répondu, mais il y a Maëlys qui demandait quels sont tes auteurs favoris? Alors, je ne vais pas redire Norek. Hein. On a compris que je parle des auteurs contemporains. Après, je peux aussi, pour les auteurs classiques, Zola reste quand même un modèle vraiment germinal. Ben, c'est un peu un roman noir, en fait, de l'époque, quoi. Pour moi, peut-être que sans le savoir, j'ai déjà découvert le roman noir avec Zola. Sinon, donc, pour les auteurs plus récents, par exemple Wajdi Mouawad, le roman Anima. Si vous n'avez pas lu le roman Anima, A-N-I-M-A, c'est une claque dès la première page. C'est une narration, un point de vue narratif que je n'avais jamais lu, et je pense que depuis, je n'ai pas lu de livre raconté de cette manière-là, avec la voix d'un narrateur comme celle-là. Je vais évidemment pas dire laquelle parce qu'il faut absolument que vous le découvriez tout seul. C'est à la première page, donc c'est très surprenant. On comprend au bout de la fin du premier chapitre, je pense, qui est en train de parler. Et c'est une trouvaille extraordinaire. Alors, je sais pas si c'est... Souvent, les quatrièmes de couverture, je trouve, dévoilent des choses. Donc, lisez Anima, ne lisez pas la quatrième. Faites-moi confiance, vous allez adorer. Et comme ça, vous découvrirez seul la particularité narrative de ce roman. Donc ça, c'est un roman magistral, je trouve, dans la construction, dans le sujet, dans la tragédie. En fait, Wajdi Mouawad, c'est un auteur québécois et... Moi, je vais dire une bêtise, donc je préfère pas, je sais plus. Il a plusieurs nationalités. Et en fait, c'est d'abord un auteur de théâtre. Et je pense que ça, j'aurais bien aimé lui poser la question un jour, mais je pense que ça lui donne un vrai talent pour la narration, pour les péripéties, pour le rythme. Voilà, les auteurs de théâtre, c'est une autre écriture. Et lui, il a ça. Extraordinaire. En théâtre, c'est magistral aussi. Enfin voilà, donc Mouawad, c'est trop bien. Après, il y a Laurent Godet. Laurent Godet, extraordinaire. Il faut dire Eldorado, par exemple. Mais en fait, il faut tout lire de Laurent Godet. Mais voilà, donc encore un auteur français. J'ai pas lu le dernier, mais Terrasse, c'est l'avant-dernier, je crois, qui évoquait le Bataclan. Et je voulais pas le lire parce que je voulais plus entendre parler de cette histoire horrible. Et en fait, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais on lit Terrasse et ce n'est pas négatif. Je sais toujours pas comment il s'y prend. Il crée des émotions avec des choses terribles, il crée des émotions positives. C'est extraordinaire, Laurent Godet. Voilà. Si je dois en dire 3, je vais dire ceux-là. Je suis sûre que j'en aurai des tas d'autres, quoi. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour ces conseils de lecture. Et ce que je te propose, puisque je la vois gesticuler là, donc impatiente de venir te parler, c'est d'accueillir Sonia Robinard. Non mais dis donc, je m'évente. Non mais j'ai failli dire une bêtise, mais on allait me traiter de tricheur. Donc, Sonia, on rappelle que tu es avec nous pour nous parler donc de cette chronique sur Cargo Blues, édité au Bruit du Monde. Qu'est-ce que tu peux nous dire effectivement sur ce que nous a dit Audrey sur la présentation de ce livre? Eh ben, de toute façon, quand on écoute Audrey, on retrouve en fait ce qu'elle dit dans son livre. On a l'impression quand on la lit, de l'écouter en même temps. C'est vrai, hein, mais je sais pas, ça m'avait fait ça aussi sur plus les naufragés, plus que le premier. Et depuis, bah voilà, donc voilà, j'ai l'impression d'écouter Audrey parler quand je la lis en fait. Voilà. Ah, trop bien. Eh ben écoute, c'est à nous maintenant de t'écouter. Donc pour la chronique de Cargo Blues aux éditions Le Bruit du Monde, Sonia, c'est à toi.
Qui est Angelica pour Fab? Qui est Fab pour Angelica? Ils étaient l'un pour l'autre les meilleurs amis étant minots. Puis, en grandissant, ils se sont légèrement éloignés, pour mieux se rapprocher ensuite. Mais le destin ou la vie a fait qu'ils sont restés proches, mais sans être en couple, au grand désespoir de Fab. Fab sait que quand il rentre au port après des jours de navigation, il retrouvera son ami et Charlie, le fils de celle-ci. Angelica, quant à elle, sait qu'elle peut compter sur Fab, en toutes circonstances, et c'est ce qui lui prouve quand une nuit elle l'appelle totalement en panique. Fusillade, tir à tout va en bas de son immeuble. Elle a peur pour elle, mais surtout pour son fils. Fab la rassure comme il peut et lui promet de passer dès le lendemain matin en débarquant. Comme promis, il arrive dès qu'il a posé pied à terre, ce qu'Angelina lui raconte le sidère. Son jeune voisin, tué en bas, sa sidération, les questions qu'elle se pose. Fab l'écoute, mais lui demande quand même de faire attention à elle, elle qui se promène dans des lieux peu recommandables de Marseille pour son travail. Elle se dit qu'en tant que travailleuse sociale, elle ne risque rien. Elle est du côté des gentils, elle est là pour aider les familles, pas pour les enfoncer encore plus dans leur vie sans rêve. Mais rien n'est moins sûr, et elle va l'apprendre à ses dépens. Comment un marin lambda et une assistante sociale peuvent se retrouver au milieu de règlements de compte, de trafic de drogue, d'abus de pouvoir et de prostitution? Ils vont mettre le pied dans un engrenage qui va les dépasser. Fab va également mettre sa vie en danger pour protéger une ancienne amie. Il va plonger dans un enfer insoupçonnable et cela va le changer à tout jamais. Tension au maximum, colère, dégoût de la société et de haut placés en particulier. Toutes nos émotions passent dans un roulis sans nom. Une fois de plus, Audrey, avec ce roman, a mis mes nerfs à rude épreuve. Elle m'a chamboulée, elle m'a fait prendre conscience de la chance que j'ai. Comment arrive-t-elle, avec son écriture tranchante, me toucher à chaque fois en plein cœur et surtout à me faire douter que le monde actuel ne soit pas vraiment le monde des bisounours comme j'aimerais qu'il le soit. Avec ce roman lu d'une traite, on voit Marseille, on voit les bons, mais surtout les mauvais côtés. Mais on voit également l'entraide, l'espoir, le bien chez certaines personnes. Encore un livre de choc sur la société actuelle, écrit d'une main de maître, une main de fer dans un gant de velours. Voilà comment je vois la grande auteure de polar qu'est Audrey. Je voudrais finir juste avec une question. Comment toi, Audrey, avec ton sourire éclatant de bienveillance, tu as pu écrire certaines des scènes pouvant heurter la sensibilité de certains décrites dans ce roman? Merci, Sonia. Merci pour ta chronique. Merci pour ta lecture. Merci pour ce que tu en dis. Merci. Comment je fais pour écrire des scènes si dures? C'est ça la question. D'abord, pourquoi j'écris des scènes si dures? Parce que je me suis pas dit je vais écrire une scène dure pour écrire une scène dure, je vais écrire de la violence pour écrire de la violence. Moi, je déteste ça quand je suis lectrice, quand je sens que la violence est là pour le sensationnel, pour faire le buzz, enfin, c'est pas le bon mot pour un bouquin, mais tu vois ce que je veux dire, pour la surenchère, quoi. Quand c'est vraiment là pour ça, pour le spectaculaire, ça me met en colère, en fait. Faut pas qu'elle soit gratuite. Dans la vie, il faut pas qu'elle soit gratuite, et dans les romans non plus, je trouve. Et donc, je suis pas partie en me disant, je vais écrire un livre violent, ça va être bien, ça va être mieux, je monte d'un cran, ce genre de truc, quoi. Pas du tout. Au départ, j'avais pas pensé, d'ailleurs, que j'écrirais cette scène-là, quand j'ai commencé à imaginer l'histoire. Et je me suis rendu compte rapidement que si je ne faisais pas la scène dont tu parles, je vais rien en dire parce que pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire, ce serait absolument nul d'en parler. Mais la fameuse scène dont tu parles, il y a 2 scènes très difficiles, et notamment la première qui est la plus dure, qui est longue en plus, qui est sur de nombreuses pages. En fait, je me suis rendu compte en écrivant l'histoire que si je ne l'écrivais pas, le lecteur ne comprendrait pas pourquoi le personnage fait ensuite ce qu'il fait. Parce que c'est un homme ordinaire qui va devenir extraordinaire, qui va se dépasser
s'adapter, qui va faire des choses que personne n'est capable de faire. Et pour ça, il fallait qu'il soit plongé, qu'il ait un traumatisme. Il fallait qu'il soit dans une situation qui le force à, qui le remplisse de culpabilité, qui le dégoûte, voilà, et que ce soit très violent pour lui. Alors au départ, je me suis dit, pour que ce soit très violent pour lui, donc je vais expliquer que c'est très violent pour lui. Sauf que je me suis rendu compte aussi que si je me contentais de dire que c'était violent pour lui et que le lecteur ne le ressente pas dans sa chair presque, ça marchait moins bien et que c'était plaqué et que du coup mon personnage paraîtrait superficiel, pas superficiel, artificiel et que surtout les actes dans lesquels il s'engage ensuite ne soient pas crédibles. Et ça, si c'est pas crédible, c'est foutu. Pour moi, en tant que lecteur, si je sors de l'illusion, j'arrête de lire enfin, pas instantanément, je laisse 20 pages de répit et si c'est toujours pas crédible, j'arrête. Et donc, voilà. Il fallait donc que le lecteur soit aussi mal à lire que Fab, le personnage, est en train de vivre cette histoire. Donc ça, c'était le pourquoi j'ai écrit. Le comment, je t'avoue que pour l'écrire, c'est encore plus dur que de le lire. Ça a été super difficile d'écrire ce chapitre. C'est celui que j'ai écrit et réécrit le plus souvent. C'est celui qui m'a fait avoir des cauchemars. C'est celui que des jours où je me disais, est-ce que j'assume ce chapitre ? Est-ce que j'assume ce mot-là, à cet endroit-là qu'est-ce qu'on va penser de moi enfin, bon, ça a été difficile, mais je savais que si je l'enlevais, tout se cassait la figure. Il aurait manqué quelque chose. Ouais, je pense que, mais je crois même que ça aurait. Alors, il y aurait que moi qui aurait su que j'avais pas mis ce truc-là. Mais je pense vraiment que le personnage perdait de son épaisseur, que l'histoire perdait de son épaisseur et que tout risquait vraiment de se casser la figure. Donc, soit j'écrivais pas le livre, soit je l'écrivais comme ça. J'avais vraiment ce sentiment. Et c'était une question qui s'est posée avec l'éditeur parce que voilà, ce passage, il a été longtemps discuté dans les bureaux du Bruit du Monde. Donc, c'était pas une histoire de censure parce que c'est pas en soi, il y avait pas, c'est pas du tout ce truc-là, mais c'était de dire justement, est-ce que cette violence dite comme ça, elle est utile ou est-ce qu'elle est too much? Et voilà, donc c'est une vraie question qu'il faut se poser, je pense. Et je me l'ai posée. Et j'en étais arrivée à la conclusion que c'était comme ça qu'il fallait l'écrire. Et en même temps, je suis une auteure débutante, quoi. Et donc, pour assumer ça et pour dire c'est comme ça et pas autrement, c'était pas. Et j'étais celle qui était sûre de moi, mais au fond, je me disais pourvu que je ne sois pas en train de me planter complètement. Et voilà. Mais maintenant que j'ai le retour des gens, j'avais peur du coup. J'avais le trac de la sortie du livre, mais j'avais le trac de la réception de ce passage-là. J'avais vraiment peur. Et en fait, les retours qui me sont faits, c'est exactement ce que j'imaginais. Et les gens ont compris vraiment pourquoi c'était violent. Ils ont compris. Alors certains m'ont dit, hein, j'ai pas lu, j'ai sauté les pages, j'ai lu en diagonale quand j'ai compris ce qui était en train de se passer. Mais ils ont compris pourquoi je l'avais écrit. Et donc ça, c'est parfait. Voilà. C'est que c'est réussi. Voilà. Ouais, mais c'était très très dur. Hein. Tu as raison, c'était très très difficile à écrire. Parce que tu as mis combien de temps à l'écrire exactement ce livre? Exactement, je pourrais pas exactement te dire, mais en tout, je dirais tout compris, y compris les corrections, tout ça, c'est un truc comme 10 mois, je crois, 9 mois. Tiens, 9 mois, une gestation, un bébé. Une gestation, un petit bébé. Voilà, en gros, ça doit être ça, je pense. Ouais. Et ben c'est le 3e petit bébé de Audrey Sabardel qui est avec nous. Un beau bébé, effectivement. Et justement, on dit souvent le polar marseillais, on dit souvent que le polar est réservé aux hommes. On a eu la preuve dans cette émission pour avoir eu plusieurs auteurs et on aura l'occasion d'en recevoir d'autres pour les Louves du polar. Le polar au féminin, toi, tu démontres effectivement que les femmes peuvent aussi écrire du polar. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, alors, j'en pense évidemment que oui. Moi, mais plein d'autres, et plein d'autres avant moi, et plein d'autres après moi, et tout ça. Et tu parles des Louves du polar, donc ça, c'est un collectif, effectivement, qui essaie de mettre, qui réussit à mettre en avant des autrices de polar et de littérature noire. Ça va du thriller
au roman policier plus classique, enfin voilà, toutes les nuances de noir qu'on peut trouver. Et les libraires jouent bien le jeu, et donc ça, voilà, il y a des vitrines d'autrices. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il faut mettre de côté les auteurs masculins pour mettre devant les filles. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout leur politique et leur doctrine. Enfin, le mot est pas bon, mais c'est pas leur philosophie, voilà. Mais c'est vraiment de dire, le fait est que, on ne sait pas vraiment pourquoi et peu importe, mais le fait est que les garçons trustent en termes de visibilité. Donc il ne s'agit pas de dire qui est meilleur, c'est pas du tout une histoire de valeur, c'est une histoire de visibilité. Et en fait, pour être lu, il faut déjà que les lecteurs puissent voir votre livre. Et en librairie, c'est très difficile que le livre soit sur les tables. Et voilà, donc c'est une manière de mettre les livres sur les tables, de les mettre en vitrine. J'en profite pour dire que moi, je fais partie d'un collectif aussi qui est tout petit par rapport au Louvre et qui est très, très récent, qui a vraiment quelques mois. Ça s'appelle Les Dames du Noir, et c'est une autrice de noir que j'ai rencontrée l'année dernière. Elle s'appelle Sylvie Calais. Elle écrit divinement bien et elle écrit du noir. Elle a gagné le prix Hemingway de la nouvelle ce week-end-là. Elle était au salon des termes noirs, justement, et elle s'est échappée le deuxième jour pour aller récolter son prix des mains de Laura Adler, quand même. Donc voilà, son dernier roman s'appelle Poupée. J'en profite pour faire de la pub pour les copines. Et ouais, donc Poupée, c'est son deuxième. Le premier, c'était Fatoum. Moi, je l'ai découverte avec Fatoum. Enfin, avant, elle avait écrit des tas de choses, mais pas du noir, je crois, ou que des nouvelles. Moi, j'ai découverte avec Fatoum, mais vraiment un scénario, voilà, un roman policier, mais une plume hyper littéraire. Et voilà, elle n'écrit pas du tout de la même manière que moi, et j'ai adoré lire sa manière à elle d'écrire. Vraiment, c'est chouette, Sylvie Calais. Donc, Sylvie Calais, elle a fondé un petit collectif, on est 6, je crois, peut-être 8 maintenant. Et voilà, donc c'est un peu la même idée que les Louvres, mais on n'a pas du tout la même... D'abord, on est toutes neuves, et puis on n'a pas du tout les moyens, enfin, on ne sait pas bien comment s'y prendre, mais bon, on s'est fait un petit collectif, on essaie de s'entraider, de partager nos actualités réciproques. Voilà, c'est une petite façon d'être ensemble. On n'est pas dans les Louvres, c'est pas un choix ni rien, c'est que les Louvres, elles préfèrent garder un groupe qui ne soit pas exponentielle pour pouvoir faire du bon travail. Et je pense qu'elles ont raison. Moi, je leur ai demandé d'intégrer leur groupe. Elles m'ont expliqué qu'elles préféraient, voilà, ne pas être débordées par le nombre. J'ai trouvé ça hyper réglo comme manière de fonctionner et très cohérent. Et puis nous, quand on a fondé notre petit truc, on leur a envoyé un message en disant, voilà, on fait ça, mais c'est pas du tout de la concurrence. On est ravis que vous existiez. Et en fait, tous ces gens-là s'entraident. Et moi, j'ai découvert, en rentrant dans le monde du livre que je connaissais pas, j'ai découvert vraiment une entraide, en tout cas dans la littérature noire. Moi, je fais quasiment que des salons du noir et je connais que des auteurs de noir presque. Et j'étais très étonnée du partage et voilà, de cette bonne ambiance et du fait que tout le monde personne s'enfonce, au contraire, on essaie de parler des uns des autres. Quand on a lu un bouquin qui nous a plu, on en parle. Ouais, je trouve que c'est un beau collectif, quoi. Voilà, donc les femmes qui écrivent du noir, pour répondre à ta question, il y en a plein, en fait. Il y en a plein qui ne sont pas forcément en tête de gondole, qui sont pas... Quoique, il y en a aussi. Hein. Il y a des stars du noir, il y a Karen Gibel, il y en a plein, mais bon, voilà, il y en a beaucoup plus, en tout cas, que ce qu'on croit. Et même moi, tout à l'heure, tu m'as demandé des auteurs que j'aimais. J'ai réalisé après que je n'ai cité que des mecs. C'est pas... J'aurais pas dû, mais voilà. Mais en fait, quoi qu'on fasse, même si on est convaincu que les premiers qui viennent à l'esprit, c'est des garçons. C'est comme ça. Oui. Mais parce que ça fait longtemps qu'on est dans un système où c'est établi comme ça, il va nous falloir du temps pour être à la même hauteur, quoi. Voilà, c'est comme ça. Mais il y en a plein, il faut aller les découvrir. Eh ben, en tout cas, on a la chance d'en avoir une ce soir avec nous, puisqu'on le rappelle que tu présentes ton livre Cargo Blues, Le bruit du monde. On l'a dit, c'est ton 3e roman. Et tout à l'heure, on a vu la page Facebook Entre l'encre et les mots partager ce lien où on clique dessus, on peut accéder à une page où il y a l'ensemble de tes liens, un site internet, il y a ta page Facebook, la page Instagram, tous tes sites sont dessus et vraiment, j'invite tout le monde à y jeter un œil. Et il y avait une question intéressante avant de
de t'écouter lire un extrait de ton livre, puisqu'on le rappelle qu'à titre exceptionnel, ce soir, on n'aura pas d'extrait suite à un petit souci technique. Mais il y a une question de René qui nous dit: la formation en littérature est-elle une très forte contrainte à la libération de l'écriture? Tu as Tu 2 peux heures. afficher C'est pas la là, c'est moi. question? Je- La formation en littérature est-elle une très forte contrainte? Je ne comprends pas la formation en Alors, littérature. j'aurais bien demandé à Madame Matin si elle pouvait venir nous expliquer, mais ah oui, bah oui. Donc, écoute, on va attendre que René précise un petit peu plus sa question. Et là, je vois qu'il y en a une autre qui dit: je recommence. Vous sentez-vous totalement libre dans votre écriture en oubliant la technique apprise dans votre formation littéraire, nous dit René. J'ai compris. Je dirais que c'est le contraire. Enfin, le contraire. Je dirais que c'est parce que la technique est intégrée, et donc moi je l'ai travaillé sans m'en apercevoir pendant 30 ans en étant prof, quoi. Parce qu'elle est intégrée, elle donne, on n'a plus besoin d'y penser. Enfin, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais en tout cas, pendant tout le premier jet, je me dis pas comment faire pour que cette phrase sonne bien ou quoi. Enfin, voilà. Donc j'écris. Je suis ma trame narrative, je suis mon scénario, mais je m'encombre pas de questions de style, quoi. Donc je suis très libre. J'écris. Voilà, c'est le premier jet. Évidemment, après, les relectures et les corrections vont être immenses. Et j'adore d'ailleurs cette phase-là où je vais chercher le bon mot pendant des heures, des jours des fois. Discuter réfléchir sur une virgule. Voilà, au bout du monde, ça nous est arrivé dans les séances de travail, vraiment quand c'était la fin, on fignolait le moindre petit truc, de discuter sur une virgule. Et je vous assure qu'on peut vraiment argumenter longtemps sur une virgule. Donc, mais bon, avant que c'est pas du tout un frein. Au contraire, le fait d'être une grande lectrice et le fait de connaître beaucoup de techniques, sans vraiment avoir conscience, en fait, maintenant que c'est intégré, c'est bien intégré, ça donne toute liberté. On n'est pas enferré avec ça. Donc, on écrit sans se poser tellement de questions, finalement. Et les questions de style, on se les pose après ou on va fignoler. Mais non, c'est plus on a de la technique et donc plus on lit, pour moi, c'est évident. Et plus on est libre d'écrire. C'est pas du tout un frein, c'est un élan. Ouais, je dirais ça. Justement, tu vois, et comme quoi ils sont en forme ce soir, parce que là, il y a le Papy Lolo qui rajoute une couche et qui dit: la technique, justement, Audrey, ne peut-elle pas justement être un frein à ton style propre? J'espère que non. J'espère que non. Et je dirais que quand je vois mes 3 livres, en tout cas quand je compare en particulier le premier, Sonia pourra confirmer, enfin, ou pas d'ailleurs, mais le premier, Le soleil ne brille pas pour tout le monde, n'est pas du tout écrit, mais pas du tout, comme le dernier. Le premier, il est écrit à la mitraillette. C'est des phrases très courtes. Il y a beaucoup de phrases sans verbe. C'est presque âpre, presque brutal. Mais je me suis pas dit au moment où je l'écrivais, je vais faire ça. Je vais enlever les verbes, je vais faire des phrases de 3 mots. Je me le suis pas dit. C'est juste que je voulais que ce soit très rapide. Je voulais que le lecteur soit essoufflé en lisant l'histoire. J'exagère évidemment, je suis marseillaise, mais quelque chose dans ce genre. Et en fait, je savais sans y réfléchir que la façon d'y arriver, c'était de faire des phrases courtes. Moi, c'est un truc que je dis à mes élèves. Pendant les scènes d'action, ne faites pas des subordonnées relatives. Bon, ils ne savent pas ce que c'est les subordonnées relatives. Du coup, je leur dis, vous enlevez la moitié de la phrase et vous mettez un point, vous recommencez. Et voilà, donc c'est des trucs qu'on a intégrés parce qu'on a lu Victor Hugo et tous les autres. Et qu'eux, ils le font. Et à force, c'est comme quand on apprend à lire, quoi. C'est à force de voir des lettres les unes à côté des autres qu'on sait les assembler. Et donc, à force de lire des grands auteurs, classiques ou contemporains, parce que Laurent Godet, c'est un maître en la matière aussi là-dessus, sur la longueur des phrases, par exemple. Mais après, il y a mille choses. Mais par exemple, ça, sur la longueur des phrases,
C'est un truc, tout de suite, on a un rythme. Vous voulez écrire une histoire, une scène d'action, raccourcissez vos phrases. Vous voulez une scène tragique, enfin voilà. Donc il y a des effets comme ça qui sont automatiques avec de la stylistique. Mais donc non, pour moi, c'est pas un frein du tout. Ça fait partie de mon architecture d'histoire en fait. Ça m'aide à obtenir l'effet. Ça m'aide à obtenir l'effet que je veux obtenir chez mon lecteur. Voilà, c'est ça. Et ben, en tout cas, merci à toi en tout cas pour toutes ces réponses. Et effectivement, je vois que là, René et Laurent, là, c'est la balle de 7, c'est bon, c'est la pause entre les deux, effectivement. Ben, justement, ce que je te propose, c'est de lancer le jingle, bon, à titre exceptionnel, celui de Marie, et on t'écoutera le temps que tu nous prépares justement cet extrait. Est-ce que il est prêt au niveau de ton extrait? Il est prêt. Il est prêt. Allez, tout de suite, l'extrait. Je rappelle juste pour les personnes qui nous rejoignent que tu es avec nous ce soir pour nous présenter ce livre Cargo Blues aux éditions Le Bruit du Monde. C'est ton 3e roman. Et pour l'extrait, je t'inviterai. Ah, le petit coup à boire avant. Voilà, petite pause. Ouais, c'est mieux, j'aurais dû faire pendant la pause, mais je ne suis pas pro comme Marie. Alors, juste, je vais dire 2 mots pour contextualiser le truc. Donc, je suis dans le premier chapitre, page 26. Donc, on est au début de l'histoire. Je n'allais pas vous raconter la fin. On est au début de l'histoire et en fait, Fab, le personnage, le protagoniste, se remémore la fois, le jour où il est revenu à Marseille, puisque pour des raisons que je ne vais pas vous dire, il est parti très longtemps de Marseille. Et donc, il est revenu. Et à ce moment-là, au début de l'histoire, il se remémore ce moment qui était 8 années en arrière. 8 ans en arrière, compta-t-il en contemplant devant lui la ligne du pont, fil blanc dans la nuit noire. Il se souvenait encore de ce retour à Marseille, quitté depuis si longtemps. Il se souvenait encore de cette émotion qui avait serré son cœur à l'approche de la digue du large. La Major était là, dans son habit noir et blanc, de cathédrale byzantine. Le ciel était lumineux ce matin-là. La statue de Monseigneur de Belzunce semblait vouloir l'accueillir de ses 2 bras ouverts. « Viens, mon petit. » Il n'avait pas pris le bus cette fois, ni un taxi. Il avait marché. Marché le long des quais, marché jusqu'au fort Saint-Jean, fait le tour du vieux port, en entier, en avançant lentement, pour s'imprégner des lieux, des bois, des bruits, des voix, des odeurs, et de cette lumière violente. Après le palais du Pharaon, il avait changé son paquetage d'épaules, mais il avait poursuivi sa route. En franchissant le cercle des nageurs, il avait renoué avec la mer, redécouvert l'horizon, le château d'If et le Frioul. La corniche l'avait inexorablement emmené de l'autre côté, par-delà la frontière invisible du Prado. Puis il était passé au pied du David, sous ses fesses rondes et blanches. Plus loin, commençait l'autre Marseille, celle qui s'étire, comme un chat paresseux au soleil, celle qui prend son temps, alanguie sur les rochers blancs, celle de la Pointe Rouge et de la Vieille Chapelle, celle des cabanons, et déjà bientôt, celle de la promesse de cet ailleurs à portée de main, les Calanques, et le bout du monde, comme on disait ici. Après des heures d'une marche épuisante pour ses muscles et revigorante pour tout son être, Fab emprunta avec stupeur le chemin du mauvais pas. Rien n'avait changé. Les plantes grimpantes avaient poussé, bien sûr. Et là, une façade avait été repeinte. Mais tout était en place, les lieux comme les souvenirs. Il sortit la grosse clé que depuis le début de son périple, il triturait dans sa poche, et qu'il triturait dans sa tête depuis que son père la lui avait léguée sur leur dernier cargo. La serrure fit le même bruit qu'à l'époque. La maison de sa mère l'attendait. Fab sut à cet instant qu'il n'en repartirait plus jamais. Il était de nouveau d'ici,
Sans doute en avait-il toujours été ainsi. Toujours été ainsi. Mais il avait fallu qu'il parte et revienne pour s'en souvenir. Voilà. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour cet extrait. Bon, tu lis très bien aussi. Oui. Ouais, il y avait quelques erreurs, mais je n'avais pas répété. Non, mais c'est très bien. Mais en tout cas, merci donc pour cet extrait donc de Cargo Blues aux éditions Le Bruit du Monde. Voilà. Donc, bah tiens, justement, parle-nous de cette belle maison d'édition hein, quand on a eu l'occasion de rencontrer sur plusieurs salons, qui a édité aussi de très sympathiques auteurs. Est-ce que tu peux nous en parler? Une maison du monde, une maison d'édition basée sur Marseille. Oui, alors Le Bruit du Monde, donc ma deuxième maison, la maison actuelle pour Cargo Blues, c'est une maison, si je ne me trompe pas, qui est née en 2021 ou 2022, qui s'est installée à Marseille, qui a été fondée par Adrien Servière et Marie-Pierre Grace-Dieu, qui travaillaient auparavant dans le monde de l'édition à Paris, mais qui n'avaient pas leur propre maison. Et donc, ils sont venus s'installer à Marseille, qui était une ville qu'ils connaissaient et qu'ils appréciaient. Et ils se sont installés à Marseille et ont fondé cette maison donc à cette période 2021, je crois. Et en fait, ils ont un catalogue qui commence à être conséquent. Donc, c'est une maison, on va dire, généraliste, dans la mesure où ils ne font pas, par exemple, que du noir ou que de l'autobiographie ou que du roman d'aventure, tout ça. Ils font de tout ça, à la condition que Marie-Pierre, je crois que c'est souvent elle qui découvre les manuscrits, que Marie-Pierre ait un coup de cœur pour l'écriture, pour la voix. Voilà, si elle trouve que la voix de l'auteur lui paraît singulière, elle prend. Voilà, je crois que c'est ça. En fait, donc moi, j'écris du noir, en tout cas pour l'instant, celui-là, c'est du noir. Et précédemment, il n'avait qu'un auteur qui faisait du noir dans la maison, Aslak Nord, qui est norvégien et qui est assez là maintenant, et qui a sorti, là, il vient de sortir son 3e chez eux. Et par ailleurs, j'ai lu chez eux une autobiographie écrite par Philippe Manevy, qui s'appelle La colline qui travaille, et puis d'autres romans encore qui étaient dans un autre genre, L'œil de la perdrix, magnifique, L'œil de la perdrix, Christian Astolfi, qui avait déjà écrit un autre livre superbe avant Au bruit du monde. Voilà, donc c'est à chaque fois j'ai trouvé, j'ai pas tout lu chez eux, mais j'en ai lu pas mal parce que avant d'être chez eux, j'étais lectrice de leur catalogue, j'aimais vraiment bien ce qu'ils faisaient. Et voilà, il n'y a pas de lien direct d'un livre à l'autre, mais il y a, je pense toujours, ce truc du regard sur le monde, Le bruit du monde, j'imagine que le choix vient de là, comme si chaque livre était un écho du monde. Et puis une écriture, une voix d'auteur. Ouais, je dirais ça. Eh ben, en tout cas, merci en tout cas pour cette présentation. On le rappelle hein, qu'on peut retrouver plus d'informations sur www.lebruitdumonde.com. Et effectivement, tu parlais d'Aslak Nord, hein, qu'on aura l'occasion de recevoir prochainement, pour son livre Piège à loup. Voilà. Voilà, ça, c'est son dernier. Voilà, un très bon livre aussi en temps de Seconde Guerre mondiale. Effectivement, un auteur à découvrir qu'on a eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. Des petites questions qui sont arrivées. Alors d'abord, il y a Bénédicte Rousset qu'on salue. Bonsoir Bénédicte, qui nous dit un petit coucou Audrey. Félicitations pour ton bel ouvrage. À bientôt. Je t'embrasse. Voilà, donc merci à toi aussi Bénédicte, qui est une auteure régionale qu'on apprécie énormément. Et Laurent Alain qui nous dit « J'ai trouvé cette histoire si prenante que est-ce que tu te verrais imaginer ou écrire une suite ?» À chaque fois que j'écris un roman, on me réclame la suite. Non, mais c'est chouette parce que ça veut dire que les gens s'attachent vraiment aux personnages et qu'ils n'ont pas envie de les quitter. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, parce que ça me fait plaisir de le prendre comme ça. Mais par contre, pour moi je les ai tellement essorés, mes personnages, les pauvres, que je ne me vois pas encore les esquinter plus, quoi. Donc non, a priori, je vois pas comment faire une suite. Et puis j'aurais peur, je pense, j'aurais peur de ne pas être capable de trouver la même intensité pour eux.
et, et donc de faire une histoire un peu tiède. Et alors ça, c'est le pire. Donc, non, parce que c'est vrai que c'est vraiment... Enfin, dans les trois, les personnages vivent quand même des destins violents et forts et puissants. Alors, ça finit bien ou ça finit mal, c'est pas la question, mais en tout cas, c'est toujours des choses, des destinées très, très puissantes, on va dire ça comme ça. C'est pas l'adjectif idéal, mais c'est celui qui me vient là. Et j'aurais l'impression que la deuxième fois, la suite serait diluée, un peu comme la plupart des films où le numéro 2 est quand même en général moins bon que le premier, je trouve. Voilà. Donc, et puis en plus, il y a autre chose, c'est que j'ai tellement d'embryons d'histoire dans ma tête que j'aurai très certainement jamais le temps d'écrire tous. Que si en plus il faut que si en plus je me mets à écrire 2 histoires sur chaque graine qu'a germé, alors là, il va me falloir 12 vies, quoi. Donc non, je vais laisser Fab. Ouais, c'est ça, j'aimerais bien. Ouais, et puis 2 cerveaux, parce que c'est ça aussi, c'est pas tant les mêmes. Mais donc, a priori, Fab, je vais le laisser continuer sa vie sans moi. Voilà, après la page fin, si vous avez envie qu'il continue son histoire, elle continue dans votre tête. Moi, je me suis imaginé différentes fins dans ma tête. Voilà, et puis après, je partirai sur d'autres personnages. Donc, a priori, il n'y a pas de suite au soleil. Le soleil ne brille pas pour tout le monde. Il n'y a pas de suite non plus pour Hugo dans Les Naufragés. Et Fab, je le laisse là, dans son cabanon par-dessus la Méditerranée, et puis il fera ce qu'il veut de sa vie. Ça le regarde maintenant. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Alors, Laurent, je vois tes questions, mais si tu peux la reposer parce que j'arrive pas trop à comprendre. Et il y a Dominique qui nous parle effectivement. Si tu peux nous parler de tes projets d'écriture, Audrey. Alors, j'ai donné un manuscrit à mon éditrice la semaine dernière. Donc, mon projet, c'est qu'elle me dise oui. C'est pas mon projet, ça, c'est mon envie. C'est qu'elle me dise oui et que du coup, je puisse replonger avec elle dans les détails de ce manuscrit et le fignoler jusqu'à ce qu'il soit optimal pour le meilleur que je puisse moi lui en faire, quoi. Et puis là, je me retiens encore un peu parce que j'attends de voir ce qu'elle me dit. Mais j'ai un embryon d'histoire là qui commence à arriver, enfin qui est arrivé déjà. Donc je me lance pas encore trop parce qu'il faut que je me laisse un peu reposer. Mais voilà, j'ai une grosse idée de roman pour la suite encore. Et puis comme je veux écrire une nouvelle pour le Cercle des Polars 2 marseillais. Donc j'avais écrit pour le Cercle des Polars 2 saison 2 l'année dernière, pour lequel j'avais eu le prix de la Nouvelle Noire. Et j'ai pas écrit pour la saison 3 puisque je trouve ça chouette, l'éditeur il fait en sorte de faire tourner. Donc les auteurs de la saison 2 n'ont pas écrit dans la saison 3. Et là pour la saison 4, on a le droit. Et puis comme en plus ça sera la dernière, puisqu'il a décidé que ce serait 4 et puis qu'après il fera autre chose. Et du coup il m'a demandé si j'étais OK pour en écrire une. Donc j'ai commencé à écrire une nouvelle pour ça. Donc là, voilà, j'ai cette nouvelle à améliorer, à réécrire, parce que là en l'état elle n'est pas super. Et peut-être donc le manuscrit que j'ai écrit et que j'ai donné à retravailler une fois qu'on m'aura dit ce qu'il en est. Et puis l'autre graine là qui arrive. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour ces projets. Alors, dernière question, et après on écoutera la question de l'invité. Pourquoi blues dans le titre, Audrey? Et puis peut-être que la question de Laurent, c'était ça, justement, sur qu'est-ce que vous en pensez du titre? En réalité, au départ, tiens, j'ai retrouvé ça. Ah, attends, c'est là. Ouais. Non, mais j'avais le temps. Ça apparaît. Bon, en fait, c'est le manuscrit. Donc, on voit que c'était Cargo au départ, le titre original. Et finalement, l'éditeur m'a dit que c'était pas terrible parce qu'il y avait déjà plusieurs bouquins qui s'appelaient Cargo
et que c'était pas génial d'avoir un doublon comme ça. Donc, il a fallu trouver un autre titre. Alors, on a cherché. Finalement, on s'est arrêté sur Cargo Blues. J'ai eu du mal parce que pendant toute l'écriture, les fameux 9 mois là, de gestation, c'est comme le prénom d'un enfant, quoi. Enfin, j'imagine que si on doit changer de prénom tout d'un coup, c'est dur, quoi, parce qu'on s'est figuré les choses comme ça. Et donc, même si c'est juste un mot en plus, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à avaler l'idée qu'il fallait changer. Et puis, en fait, je me suis faite à Cargo Blues, et puis finalement, je trouve que ça sonne bien, sans en faire de jeu de mots facile. Et non seulement ça sonne bien, voilà, en termes de sonorité, de longueur de titre, Cargo Blues, c'est pas mal. Même sur la couverture, c'est chouette. Et puis, ça va super bien avec le noir parce que le blues, c'est cette musique tragique qui pleure sur les difficultés de la vie, voilà, qui est née en Louisiane, je crois, par les populations qui vivaient la ségrégation et la discrimination, tout ça. Donc, ouais, c'est une musique qui va bien avec le noir, avec le roman noir, la littérature noire. Et voilà, donc Cargo Blues, c'est très bien. C'est pas du tout musique marseillaise, mais ça s'y prête super bien, en fait. Donc voilà, Cargo Blues pour ces raisons-là. Et ben, en tout cas, Fab, pardon, je te coupe. Et Fab a le blues aussi en lui. Oui, c'est ça, le fait que cette musique-là, ça corresponde à ce sentiment. Oui, c'est ce que je vous entendais, le fait que cette musique, elle sous-tend un sentiment, une émotion qui colle à Fab parce que il traîne les pieds dans cette vie et toutes ces semelles sont lourdes. Voilà, toute cette merde qui est collée sous ses semelles et qu'il a du mal à lever les pieds, quoi. Et puis même le mot cargo, le fait qu'on trimballe comme ça des charges lourdes sur soi, comme si on était soi-même un cargo qui trimballe des containers, c'est pas facile à porter, quoi. Voilà. Donc le blues, c'est tout ça. Mais c'est beau, le blues. Ah bah oui, carrément. Si on avait su, on aurait mis un petit peu de blues pour finir cette émission tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire, vu que Sonia m'a coupé? Ah oui, c'est qu'effectivement, il y a des commentaires qui disent effectivement que la couverture est très jolie. Donc, effectivement, on la revoit à l'écran. C'est vrai qu'elle est très belle. Hein, on reconnaît la bonne mère. C'est le panier? C'est pas près du panier? Non, c'est pas près du panier. Si on veut être très précis, tu es rue de la Loge. Rue de la Loge, c'est la rue qui est derrière ces deux immeubles un peu jaunes, là, un peu ocre. Et on a une arcade comme ça, qui je sais pas comment elle s'appelle, où on a une vue, une trouée comme ça sur Marseille. Donc c'est vraiment une vue qui existe, mais on n'est pas encore au panier. On est en dessous du panier, si on veut être vraiment précis. Et le peintre qui a fait cette peinture, hein, parce que moi je suis ravie, parce que de plus en plus il y a des couvertures faites par IA sur les bouquins. Et pas que chez les auto-édités qui ont des grandes difficultés parce qu'ils n'ont pas de moyens pour faire des belles couvertures, payer des auteurs. Évidemment, on peut comprendre, quand on est auto-édité, c'est compliqué. Mais il y a des éditeurs, plein d'éditeurs qui utilisent l'IA aussi et qui ne payent pas d'artistes pour faire des couvertures. Et là, je suis ravie parce que c'est un peintre qui n'est pas du tout de Marseille, pour le coup, qui vient du sud-ouest. Il s'appelle Sébastien Arcouet. Et je suis contente parce qu'il a fait une expo à Aix il y a quelques semaines. Et du coup, j'ai pu aller le voir et le remercier en vrai, quoi. Aller vraiment lui faire un bisou et lui dire « Tu m'as fait une couverture que j'adore ». Il était content. Et ouais, elle est vraiment chouette. Et donc, au départ, c'est une toile, enfin une peinture qui a été faite pour l'occasion. Hein. Elle n'existait pas. Il a eu le pitch du roman et il a proposé une étude, enfin, il y a un autre mot, je ne sais plus comment dire en peinture, une étude pour ça, pour la couverture. Il a envoyé à l'éditeur qui a dit « Ouais, ça pourrait ». Et du coup, il a fait une vraie peinture, il l'a soumise et elle a été validée par les éditeurs. Et ensuite, l'éditeur me l'a envoyée. Et moi, j'avais très peur que la couverture ne me plaise pas et que je ne puisse pas forcément dire grand-chose. Et en fait, je l'ai adorée au premier coup d'œil. Et donc, j'étais très, très contente d'aimer la couverture. Si vous avez envie de voir la peinture originale, moi, je ne suis pas encore allée la voir, mais Sébastien m'a dit qu'elle était visible au magasin
des savonneries du Midi. À côté de la Criée, de l'Opéra de la Criée, il y a... C'est pas loin. ouais, il y a une boutique sur le Vieux-Port, donc, des savonneries du Midi, et il y a apparemment la peinture. Donc moi, je me suis dit que la prochaine fois que je descends à Marseille, j'irai la voir en vrai et j'enverrai un selfie à Sébastien. Eh ben, Voilà, ce sera vous pouvez aller la l'occasion voir. d'aller, ce sera l'occasion d'aller sur le Vieux-Port, dans le quartier de la Criée, voilà, où on passe toujours des très bons moments. Effectivement, il y a Laura qui nous dit, elle est super moderne, la couverture, effectivement. Et Enzo Grimaldi, bonsoir, qui est avec nous, qui nous dit alors, excusez-moi, une exquise. Oh, Voilà, c'est beau. j'aurais dû C'est laisser je crois Sonia. que c'est Gainsbourg, je crois, qui a utilisé esquisse. cette. Je crois que c'est dans une chanson de Gainsbourg que j'ai entendu cette expression, mais peut-être je me trompe. En tout cas, ça pourrait être du Gainsbourg, je trouve. Ouais, mais en tout cas, j'aurais dû entendre Sonia la dire, effectivement. Mm. Vas-y, Très dis-la, bien. Sonia, pour Oui, voir. je la redis. Une esquisse. Et alors, parce que j'ai pas mes lunettes, hein. Donc là, c'est en petit. Tu peux pas grandir? Non, Alors, si je dis dans le bon sens, c'est une esquisse. non, Ou c'est alors pas une ça. Mais en esquisse. tout cas, Ah, bah tu m'as trompé, je l'ai dit du premier coup tout à l'heure. allez, Voilà. bon, en tout cas, il y a Fallait vraiment une qu'écouter. esquisse, effectivement, une très belle couverture, effectivement, et on le rappelle que si on veut aller voir, tu l'as dit, la couverture originale, donc au musée du savon, à la boutique de la savonnerie, près de la Criée, sur le Vieux-Port à Marseille. Avant de recevoir Séraphine, ce que je te propose, chère Audrey, bah, c'est d'écouter la question de l'invité. Ouais. Allez, tout de suite, jingle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'émission, effectivement, chaque invité doit poser une question à l'invité prochain. Toi, dans un second temps, tu pourras poser ta question. Mais ce vendredi, nous avons reçu un auteur que tout le monde connaît, bien évidemment, qui a été multi-récompensé. On a reçu Olivier Norek pour son livre Les guerriers de l'hiver aux éditions Michel Lafon, hein, donc qui a été couronné par le prix Jean Giono 2024, mais aussi le prix Renaudot, qui en plus sera adapté au cinéma par le réalisateur de Monte Cristo. Hein, on l'a appris là en Ouais, début de j'ai vu ça. Très belle récompense pour lui et ce sera très mérité. Donc, on aura la chance, je l'espère, de le voir très prochainement. Sonia, en 2-3 mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre de notre cher En ami fait, Olivier? c'est la Russie qui déclare la guerre à la Finlande et qui pensait, comme c'est un tout petit pays, qui pensait plier cette guerre entre guillemets en 2 ou 3 jours maximum. Tout au plus, dans 15 jours, tout le monde sera rentré à la maison. Et en fait, les Finlandais se sont battus pendant plus de 120 jours. Et elle a été appelée la guerre d'hiver. Et c'est une histoire vraie, en fait. C'est comme ça que j'ai connu en fait, qu'elle avait existé. Et on suit le destin d'hommes qui se sont battus et qui ont tout fait pour sauver leur pays. Et franchement, c'est un livre et très émouvant aussi. Donc voilà. Effectivement, voilà, Les guerriers de l'hiver aux éditions Michel Lafon. Et bien évidemment, quand on lui a dit on recevra, bon, on lui avait parlé de toi, mais effectivement, quand on a dit on recevra Audrey Sabardel la semaine prochaine, quelle serait la question que tu as envie de lui poser? Voici sa question. J'ai pu voir que les choix de sujets d'Audrey, c'est des choix qui parlaient de la société, qui parlaient de l'humain, comme un sujet méta, comme si on pouvait se rencontrer justement sur ce détail-là, c'est-à-dire que pour moi, une enquête de police, c'est pas assez. J'ai besoin qu'on me raconte un sujet méta, quelque chose qui va nous élever au-dessus de l'enquête, quelque chose qui va nous parler de nous, qui va nous parler d'aujourd'hui, qui va aborder un combat, qui va aborder un éclairage sur quelque chose qu'on pense savoir, mais qui est parasité par des clichés ou des préjugés, et de mettre un éclairage honnête, franc. Et j'ai vu que tu faisais ça dans la plupart de tes romans. Donc ma question, c'est le polar. Est-ce que c'est une volonté première? Tu as envie d'écrire du polar ou est-ce que c'est juste un alibi parce que effectivement le polar c'est le meilleur filtre pour nous raconter aujourd'hui? Voilà donc pour la question d'Olivier Norek. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre, chère Audrey? Ben, merci d'abord. Parce que si on m'avait dit que j'allais être interrogée par Olivier Norek. Alors, heureusement d'ailleurs qu'il n'est pas là en live parce que je serais un peu déstabilisée, je pense. C'est toute une donc oui, le polar, c'est le meilleur. Ma volonté, c'était pas d'écrire du polar. J'avais même pas conscience que j'écrivais du polar en fait.
Mais c'était d'avoir un regard sur Marseille, enfin sur la société, mais du coup la société de Marseille, puisque c'est la seule que je connaisse. Et comme il le dit, enfin, en tout cas, je suis d'accord avec lui, un bon polar, ça n'est pas qu'un polar. S'il y a que, pour moi, en tant que lectrice, il n'y a que l'enquête, même si elle est bien ficelée, même si c'est très efficace, même si je frissonne parce que j'ai peur que l'enquêteur soit trucidé par le serial killer derrière la porte ou je ne sais quoi, je vais avoir des émotions sur le coup, je vais aimer ça, et puis je vais fermer le livre, je vais en commencer un autre et je vais oublier. Ça va pas me rester tellement. Alors que pour moi, un bon polar, c'est un polar dont il nous reste quelque chose. Et moi, alors, je lis vite, peut-être trop vite, et je lis beaucoup. Et souvent, je ne me rappelle plus des histoires, y compris des livres que j'ai adorés. Je me rappelle de traces comme ça, d'émotions que j'ai vécues et de traces qui sont au-delà de l'histoire. Et pour moi, donc, un bon polar, et ça a l'air d'être un peu ce qu'il a l'air de dire, c'est un polar pour lequel il nous reste autre chose que l'intrigue, il nous reste le regard sur la société, il nous reste le roman noir. Enfin, moi, c'est ma définition. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne définition. Enfin, je ne sais pas exactement s'il y a une définition officielle du roman noir. Mais ouais, c'est ça. C'est lorsque la société, lorsque le roman est un regard sur la société. Et pour moi, la fiction, c'est un moyen pas d'analyser, c'est pas le bon mot, mais quand on regarde les infos, on a la société en face on est bombardé de société tout le temps et de réalité, mais ça va tellement vite qu'on n'analyse rien, on réfléchit pas, ça s'entasse, quoi. Chaque fait d'actualité s'entasse l'un sur l'autre. Et moi, personnellement, j'analyse rien, juste je le prends, je le subis, et puis c'est tout. Et comme malheureusement, je ne prends pas le temps de lire la presse, ou très peu, je prends l'actualité comme ça, à fond la caisse. Et je trouve que la fiction, comme ça prend plus de temps à lire, même pour quelqu'un qui lit vite, même pour quelqu'un qui lit beaucoup, pendant 300 pages, 400 pages, on est avec une réalité. C'est de la fiction, mais on est avec la réalité. En tout cas, dans les romans noirs, c'est comme ça. Et du coup, qu'on le veuille ou non, on réfléchit à ça, on réfléchit à ce sujet. Et moi, à la fin d'une bonne lecture, finalement, c'est plus ça qui me reste que l'intrigue. Je vais plus savoir comment s'appelle le personnage, je vais plus savoir dans quel ordre les actions se sont enchaînées, mais il va me rester, pour la jungle entre deux mondes de Norek, j'ai adoré ce livre. Je suis incapable de vous dire le nom du personnage, je suis incapable de vous dire dans quel ordre il a fait quoi, et je suis incapable même de dire comment ça se termine, à quel point, vraiment, j'ai une très mauvaise mémoire de tout ça. Mais par contre, je me rappelle que grâce à ce livre-là, je suis allée dans la jungle de Calais, j'ai compris comment ça s'y passe, et j'ai compris un certain nombre de réalités sur le monde des migrants et tout ça. Voilà, mais ça pour moi, c'est le pouvoir magique du polar. Moi, je dirais plutôt du roman noir, mais bon, on ne va pas chipoter. En tout cas, merci pour cette question et cette réponse très précise. Et effectivement, tu as Tali qui nous dit être interviewé par Olivier Norek. C'est la magie de Entre l'encre et les mots. Donc vraiment, merci à toi, Tali. Ouais. Et Joël qui pose une question de Norek. Alors, heureuse? Bah ouais. Je suis pas sûre qu'ils prennent la peine d'écouter ma réponse, mais je le pardonne. Si, t'inquiète, il écoutera, il n'y avait pas ça. Oh, quelqu'un qui est parmi nous ce soir que je salue, Jacques-Laurent Amar qui nous dit salut tout le monde. Bonsoir Jacques-Laurent, ravi de te retrouver dans cette émission. Et on rappelle effectivement pour ceux qui nous rejoignent, puisque je vois que Joël est arrivé aussi, qu'on a ce soir Audrey Sabardel pour son livre Cargo Blues aux éditions Le Bruit du Monde, qui vient de répondre à une question d'Olivier Norek, mais qui maintenant va devoir poser sa question pour l'invité de vendredi. On n'est que mercredi. Et ce même vendredi, justement, notre chère Sonia, nous recevrons donc Sophie Debert, qui viendra donc nous présenter Le secret des mers aux éditions J.C. Lattès. Donc, on devait la recevoir il y a déjà quelques temps, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, elle n'avait pas pu venir, donc le live avait été reporté. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre, chère Sonia, avant d'écouter la question de Audrey? C'est un huis clos intrafamilial, en fait, où beaucoup de secrets, il y a eu beaucoup de non-dits. Et le personnage principal revient sur les lieux de son enfance. Et
on va plonger dans une narration, en fait, et c'est tout ce qui vient des personnes de la terre, les paysans et tout ça. Et en fin de compte, il y a énormément de secrets sur sa venue au monde et sur la venue surtout dans cette maison. Et franchement, c'est à lire aussi. C'est vrai qu'on dit souvent, oui, tu as beaucoup aimé les livres que tu lis pour l'émission et tout ça, mais c'est vrai, j'ai dû, enfin, on va dire, une fois être déçue, c'est tout. Mais autrement, c'est tout, quoi. À chaque fois, c'est des très belles découvertes et c'est pas forcément des livres vers lesquels j'aurais été en plus. Et franchement, du coup, là, je fais du coup comme Audrey, je ne lis jamais les quatrièmes de couverture. Je trouve que ça spoil tellement, on apprend tellement de choses dedans. Donc, non, je plonge dedans direct et c'est la surprise à chaque fois. Et en tout cas, ravi de te faire découvrir de nouvelles plumes chaque semaine. Chère Audrey, quelle serait ta question pour Sophie? Alors, Sophie, dans ton livre, j'ai été vraiment frappée au-delà de l'histoire elle-même. J'ai été vraiment frappée par la manière dont la narration était menée. En fait, on a une double narration ou une narration à deux têtes autour de deux personnages féminins. Et pendant un bon moment, en tant que lecteur, on ne sait pas qui est qui et on ne sait pas comment les deux temporalités qui sont liées à ces deux femmes vont se relier. On sait bien sûr qu'à un moment donné, le lien va se faire, mais on se demande comment. Et voilà, donc j'ai trouvé que cette idée de forme narrative très singulière était vraiment réussie. Que c'était pas du tout une figure de style, que ça servait vraiment l'histoire. Et du coup, ben, je voulais savoir pourquoi ce choix. Est-ce que dès le début, dès l'idée de cette histoire, tu avais envie de la raconter de cette manière-là, avec une sorte de narration bicéphale comme ça, ou si c'est venu en l'écrivant, voilà. Pourquoi et comment ce choix de narration tout à fait particulier? Eh bien, merci beaucoup pour cette question qu'on rappelle qu'on lui posera donc ce vendredi 13 juin, vendredi 13 en plus, faut jouer le tout, chers amis. On recevra donc Sophie Debaer donc pour son livre Le secret des mers aux éditions JC Lattès. Jacques Laurent qui nous dit c'est souvent l'éditeur qui rédige pardon la quatrième de couverture. Est-ce que c'est valable pour toi aussi, cher Audrey? Oui, mais pas seule. Enfin, en tout cas, il me l'a soumise. Enfin, elle me l'a soumise. Oui, elle me l'a soumise et ensuite j'ai un peu modifié quelque chose. Bon, ça a été un peu fait à quatre mains, on peut dire ça comme ça. Mais bon, c'est un exercice super difficile. Ça paraît bizarre hein, de se dire une fois qu'on a écrit un bouquin, écrire la quatrième, c'est facile. C'est hyper dur et alors là, ça pour le coup, je sais pas bien le faire. Comme j'aime pas ça en plus, moi, en tant que lectrice, je suis encore plus mal placée que peut-être que pour le faire. Et donc j'étais contente qu'ils le fassent quand même si après voilà, j'ai été autorisée à faire de petites choses. Mais c'était plutôt eux. Et c'est pareil, c'est comme l'histoire de Iso, la nouvelle voix du polar. d'Iso et Marseillaise. Enfin, j'ai vu, il y a une formule comme ça. Ça vient pas de moi, hein, promis, juré, c'est pas moi qui ai dit ça. Et ouais, non, ça, c'est les éditeurs et les premiers lecteurs qui décident de ça. Écoute, juste avant d'accueillir Séraphine, qui je sais est impatiente de venir t'écouter, qui doit te poser des questions, il y a Joël qui nous dit Audrey, après nous avoir tous embarqués sur ton cargo, est-ce que tu pourrais nous transporter en hydravion? Et si oui, où? Où est-ce que tu nous emmènerais en hydravion? Eh ben, dans mon prochain manuscrit, si il devient un jour un roman au bruit du monde ou ailleurs, si jamais ils ne prennent pas au bruit du monde, j'irai taper à d'autres portes. Effectivement, on partira de Marseille et on ira en Afrique noire. On ira au Kenya. Voilà, donc pour y aller en hydravion, il va falloir mettre pas mal de réserves d'essence quand même. Mais ouais, ça sera plutôt l'océan Indien, du coup. Il faudra atterrir à l'océan Indien et puis pour arriver à Mombasa et c'est dans la baie de Mombasa. Voilà, mais je n'en dis pas plus parce que je suis pas superstitieuse, mais bon, voilà, ça sert à rien d'en parler tant que rien n'est fait.
Voilà, mais on te rappelle quand même qu'on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Donc vraiment, tu mets toute ton actualité, les différents salons où tu seras. Je ne sais pas où tu seras très prochainement. On sait que tu avais eu un week-end assez chargé ce week-end, mais où tu seras Très prochainement? chargée. Là, je suis encore très chargée. Le 20, je suis à Marseille, non pas à Marseille, à Lambesc, donc un petit village au-dessus de Marseille, à la librairie Zai Zai. Et puis le 25, je suis à Marseille, à la librairie L'Île aux Mots, dans le 2e arrondissement. C'est juste à côté de là où il y a la fusillade au début de Cargo Blues. Et puis après, au mois de juillet, il y a encore plein de dates. Je vais être à Saint-Chamas. Ça, j'ai hâte d'être à Saint-Chamas, tout début du premier week-end de juillet. Là, c'est un salon, donc là, on sera nombreux et ça sera chouette de tous se retrouver. Voilà, et puis après, tout l'été, après, je suis en Corse, à Ajaccio pour le Corsica Polar. Et puis, je suis ravie parce qu'avec ma maison, alors c'est beaucoup plus lointain, mais je vais aller pour la première fois au salon du noir ça s'appelle Sang d'encre et c'est à Vienne et au-dessus de Lyon. Donc ça commence à être des beaux salons, pas pour les tout petits auteurs locaux qui n'arrivent pas à trouver des salons un peu prestigieux. Donc je suis contente. Et puis il y aura aussi Villeneuve-les-Avignon, encore un salon que je n'arrivais pas à atteindre lorsque j'étais avec mon ancienne maison d'édition. Donc ça, c'est aussi l'intérêt d'être dans une maison comme Le Bruit du Monde, c'est que vraiment, ils font un super boulot pour placer leurs auteurs dans des maisons, dans des salons, pardon, et trouver des rencontres en librairie, tout ça. Ils m'aident beaucoup et jusqu'à présent, je faisais tout toute seule et c'est chouette d'être en équipe. Et ben, en tout Voilà. cas, merci à toi pour toutes ces informations. Donc voilà, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et sur les divers salons de la région. Et ce que je te propose maintenant, c'est de recevoir notre chère amie Séraphine, la grilleuse pour les intimes aussi. Alors, Séraphine, ça fait depuis pratiquement 1h27 que tu es en coulisses, que tu écoutes un petit peu tout ce que nous dit Audrey. En tout J'ai cas, été bavarde. bon, bah, écoute, effectivement, comme nous Tant dit, mieux. tu as un très beau en 3 ans, Audrey. Donc, effectivement, voilà, on a un réel plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur pratiquement cette heure et demie avec Audrey? Pas plus, pas moins que ce que j'ai dit au début, finalement. Ce sourire, ce visage solaire et cette voix hyper agréable qui pourtant est capable de d'écrire et de décrire des choses particulières. Et du coup, c'est bien sûr que je vais axer un petit peu là-dessus parce que de toute façon, elle n'a même pas peur. Donc voilà. Donc du coup, je vais y aller. Eh bien, Vas-y. écoutez, en tout cas, nous vous écoutons et je rappelle juste effectivement qu'on reçoit Audrey pour son livre Cargo Blues aux éditions Le Bruit du Monde. Ça va, ma belle. Ouais, ça va. Nickel. Je suis contente de t'avoir rien qu'à moi, rien que pour moi, là. Déjà, pour commencer, justement, par rapport à ce que tu es, à ce que tu dégages, je sais que tu vas passer toute rouge parce que les compliments, il n'y a rien à faire. Tu commences déjà à te gratter. C'est fou d'ailleurs que tu aies autant de mal avec les compliments, avec le talent et la personnalité que tu as. Bref, ce n'est que mon avis. Qu'est-ce que tu vas chercher justement dans le noir? Pourquoi les romans noirs? Qu'est-ce que tu y cherches? Qu'est-ce que tu y trouves? Qu'est-ce que tu en profites pour transmettre? Au-delà de ce qu'on disait tout à l'heure sur le roman noir et le regard sur la société, il y a aussi le fait que le roman noir, ça permet vraiment de donner de la place à des personnages invisibles ou invisibilisés, je crois qu'on dit. Oui. Pour donner quelques exemples, c'est des gens banals, quoi. Fab, c'est un cuistot sur un bateau. C'est pas un héros. C'est un type du quotidien. Angelica, elle est assistante sociale. Marseille en est pleine, comme toutes les villes. Mais Marseille en est pleine. Elle fait un travail de fourmi que personne ne voit, enfin peu de gens voient. C'est des métiers pas valorisés du tout. C'est des métiers durs. Et il y a des tas de gens qui vivent dans ce genre d'identité banale. Enfin, c'est pas un mot négatif, je veux dire, mais c'est juste des gens comme ça.
Et c'est ceux-là dont on a découvert pendant le Covid qu'ils étaient essentiels, par exemple. Et puis, bon, on a évidemment très vite réoublié. Et en fait, dans le roman noir, on peut vraiment se passer de héros. On peut, ou en tout cas mettre au premier plan, en tant que protagoniste, des gens qui sont juste dans la vie. Et notamment des gens qui sont qui ont affaire avec l'humain. D'ailleurs, quand j'ai écouté l'émission l'autre fois avec Norek, et il a fait un parallèle que j'ai trouvé très beau, où il disait les gens qui soignent, les gens qui éduquent, les gens. Il avait comme ça une espèce de liste de ces gens-là, et j'avais pas fait attention, mais en fait c'est ça le roman noir, ça va donner de la place à ces gens qui ont toute leur place dans la société, mais dont on ne parle jamais au premier plan. Et voilà, donc dans mon roman, il y a Fab, il y a Angelica, et puis il y a aussi même les personnages négatifs, quoi. On n'en parle pas comme le truand ou le malfrat ou je sais pas quoi. On a le temps de rentrer dans une psychologie de personnage. Il n'est pas question de l'excuser, il n'est pas question de ça. De toute façon, c'est pas de la morale, hein, c'est pas les bons et les gentils, les bons et les méchants, mais en tout cas, j'essaye de faire en sorte que les personnages soient suffisamment complexes pour qu'ils soient d'abord crédibles, parce que je pense que tout le monde, personne n'est monobloc, monolithique comme ça, il n'y a pas les bons et les méchants. Et en faisant ça, justement, on peut donner, si soi-même on a l'impression qu'on est juste un pion dans la société, qu'on n'a pas un métier super utile, qu'on est personne, et ben dans le roman noir, on est quelqu'un. Voilà. Et c'était pas mal cette formule. Je vais la garder. Oh, joli, joli. Surtout qu'en plus tu me tends une perche, parce que justement je voulais te faire dire qu'au-delà d'être des personnages simples, au-delà d'être des héros anti-héros ou des lambda qui tournent héros, c'est justement la possibilité d'aller fouiller dans la psychologie des personnages. Parce que finalement, tous tes personnages, principalement, ils ont une espèce de parcours initiatique. Au fur et à mesure du roman, ils vont aller finalement se chercher, se découvrir des choses. Donc, au-delà de l'environnement, il y a voilà, pour moi, il y a une certaine de parcours initiatique et donc une psychologie sous-jacente. Comment tu arrives justement à la placer, celle-là, et pourquoi ce besoin de cette évolution des personnages? C'est-à-dire qu'au-delà de les mettre en lumière, en parlant, tu les mets aussi en lumière sur leur parcours et t'en fais vraiment des personnes, des personnalités, après en avoir simplement fait des personnages au début. Je pense. Pourquoi la psychologie? Je crois que c'est parce que je suis lectrice que j'ai à cœur que mes personnages soient, comme tu as dit toi, plus des personnes, enfin qui tendent vers être des personnes et pas juste des êtres de papier. Et pour ça, il faut qu'ils aient un passé, il faut qu'ils aient des travers, il faut qu'ils aient des contradictions, il faut qu'ils aient ce qu'on a tous, quoi. Et donc, j'avais ça à cœur dès le début, alors sans en avoir conscience, mais juste parce que comme je suis lectrice et que je n'aime que les personnages comme ça, j'ai essayé de faire pareil, enfin voilà, c'est ma norme de bon personnage, je veux dire de personnage qui fonctionne, quoi. En tant que personnage de roman, il faut qu'il soit crédible, et pour qu'il soit crédible, il faut qu'ils aient une psychologie et une évolution, comme tu dis, parce que tous, on n'est pas figé, on n'est ni monolithique dans l'instant, ni même sur la continuité. Donc, il faut donner ça au personnage. Par contre, je suis vraiment contente que tu dises ça, parce que moi j'ai un tout petit bout de parcours avec les livres. Je n'ai écrit que 3 livres, et dans un temps resserré, quoi, en 4 ans, donc j'ai pas encore beaucoup grandi, quoi, là-dessus en tant qu'auteur, mais quand même j'ai vraiment l'impression, sans du tout c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de fierté, d'orgueil dans ce que je dis, mais juste j'avais la même envie pour les 3, mais je crois vraiment que j'ai mieux réussi dans le dernier, et que par le jeu des flashbacks notamment, et dans Cargo Blues, il y a des flashbacks. J'ai perdu une oreillette. Il y a des flashbacks. Tu m'entends toujours bien? Oui, pas de souci.
Ok. Donc, ouais, il y a des flashbacks qui m'ont permis de donner une autre dimension à mon personnage. Et ça, je l'avais fait un tout petit peu avec le soleil, mon premier, mais beaucoup moins. Et parce que j'avais peur que ça casse le rythme, et comme je voulais beaucoup de rythme, voilà, j'avais un peu, pas négligé parce que j'y avais pensé, mais j'avais peur que ça vienne perturber l'histoire, enfin la freiner. Et je tenais vraiment au rythme. Et puis là, pour celui-là, je me suis aperçue en travaillant beaucoup sur l'architecture du roman, enfin, tout un tas de trucs, que je pouvais faire les deux. Et je suis contente parce qu'au final, vraiment, mon personnage de Fab existe. Et au-delà de lui, aussi les personnages secondaires. Parce que notamment dans le second, si j'ai un regret sur le second, c'est que mon personnage principal, il est assez construit, quoi. Il a un passé, il a une certaine épaisseur. Mais par contre, voilà, notamment le personnage de son épouse, je l'ai pas bâclé, mais c'est juste, j'avais toujours peur de casser le rythme. Et ça, c'est un peu un truc que je crains de louper le rythme, parce que je trouve que c'est très important. Moins le rythme dans profond, une t'es histoire. peut-être allé moins profond, et là tu t'es C'est ça. permis plus Et là, d'aller j'ai eu l'impression dans le vrai changement. de trouver une solution pour, sans casser le rythme, et même y participer, donner, comme tu dis, cette profondeur-là, non seulement au personnage principal, là pour le coup, qui est super fouillé, mais aussi à plein d'autres. Voilà. Et je pense que du coup, ça sert même non seulement chaque personnage, mais ça sert l'histoire parce que ça crée tout un monde en fait, comme comme des personnes et pas des personnages de papier. Voilà, donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut pas négliger la psychologie des personnages, sinon on sort de l'illusion. Oui, c'est une volonté de ta part d'en avoir fait vraiment un parcours initiatique, d'avoir vraiment fait des prises de conscience, parce qu'il y a des gens à qui il peut arriver des choses même terribles et qui vont partir dans le négatif, dans la fatalité, qui vont même peut-être partir sur des vengeances ou des colères. Là, tu as vraiment des personnages qui évoluent et qui se trouvent, qui se retrouvent, qui se rencontrent là-dedans. Donc la psychologie, Ouais. elle est vraiment fouillée pour du noir, c'est chouette. Et du coup, dans cette recherche-là et dans ce parcours-là, forcément, tu y mets de toi, tu y mets de ce que tu as envie de leur faire comprendre et ce que tu aimerais que les gens comprennent, qu'à chaque fois qu'il leur arrive quelque chose, c'est peut-être là pour qu'ils apprennent, pour qu'ils changent. Et pourquoi avoir utilisé des personnages masculins? Comment tu fais pour y mettre de toi et qu'est-ce que ça te permet de faire ou pas? Le fait que ce soit des personnages masculins et pas féminins qui, du coup, on imagine, serait peut-être plus facile. Mais je ne sais pas si ce serait plus facile pour moi d'écrire des personnages féminins en premier plan. En tout cas, le fait est que là, les 3 romans que j'ai écrits, c'est des personnages masculins qui sont le protagoniste principal à chaque fois. Oui. Mais je me suis pas dit je vais mettre un mec au premier plan. C'est venu comme ça me paraissait logique. Ah ouais. Je sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est assez jouissif parce que alors j'ai dit l'autre fois dans une librairie, parce qu'on m'a posé un peu cette question. J'imagine, j'ai jamais fait ça, mais un comédien, il sort de lui-même et il rentre dans un rôle, dans un personnage, et donc il peut se permettre devant la caméra, pour un scénario, d'être je sais pas, un flic, un sale type, un mec super, un curé, enfin je sais pas, n'importe. Un truc qui n'est pas. Mhm. Et pareil pour une fille. Un comédien, une comédienne va complètement sortir de lui et du coup ce travestissement, tu vis 1000 vies en fait, grâce à ton métier. Oui. Et là, moi en tant qu'autrice, le fait je l'ai pas fait pour ça, encore une fois, j'ai pas réfléchi à la question, mais peut-être c'est marrant quoi. Enfin, dans la vie, t'es une femme du soir au matin et puis là tu te mets dans la peau d'un mec et j'aime bien. Après, il y a aussi autre chose, c'est que j'ai grandi, j'étais tout le temps avec des mecs et voilà, donc c'est peut-être juste ça. Enfin, les lecteurs masculins m'ont jamais dit que j'étais à côté de la plaque dans ma manière de faire vivre les personnages masculins, donc ça doit être juste. Et ça m'est pas difficile. Et à la limite, des fois, moi j'ai
dans certaines situations, je vais discuter avec des copines, elles vont me dire comment elles ont réagi dans une telle situation. Et je suis assez étonnée de la réaction. Donc, des fois, j'ai l'impression que je réagis plus comme un mec à des situations que comme une fille. Alors, peut-être c'est finalement assez... C'est presque plus simple pour moi. J'ai l'impression de me mettre dans la peau d'un garçon que d'une fille. Mais alors, pourquoi? Je ne sais pas. Il faut que j'aille voir un psy. Oui, finalement, oui. Au-delà pas. du fait que c'est ludique en plus, parce que du coup, c'est voilà, ça, tu es obligatoirement, t'es obligé de te projeter, tu es obligé de, voilà, de te fondre. Donc, ça doit être vachement plus ludique pour toi. Et puis, finalement, de par ta nature, finalement, plus facile à anticiper. En tout cas, pas spécialement difficile, quoi. Je n'ai pas besoin de me torturer l'esprit en me disant mais qu'est-ce que ferait un mec à ce moment-là? Je sais pas, je me dis il ferait ça, et a priori ça colle, quoi. Voilà. Mais oui, je sais pas. C'est pas compliqué. Non. Et te projeter du coup dans un homme, c'est pas compliqué, mais te projeter dans une ville non plus, c'est pas très compliqué. Parce que Marseille, en fait, tu la personnifies. Et d'ailleurs, même quand tu en parles, tu dis elle. Tu dis pas, tu dis elle. Donc, Marseille, avec tous ces mystères, sa beauté, enfin toute son ambiguïté, si tu devais en faire un personnage féminin, comment tu la décrirais? Comment tu la dessinerais si c'était une femme qui avait donné son nom à cette ville et à ce qu'elle est aujourd'hui? Tu parles de l'aspect physique? Tu parles de l'aspect physique ou de l'aspect... Comment tu le tout, comment tu la décrirais? Si Marseille était une femme, comment tu la imaginerais? Comment tu la verrais physiquement? Comment tu la verrais de nature? Et quel prénom tu lui donnerais d'ailleurs? Tiens. Oh là là! Ce que tu ressens de Marseille. Alors le prénom, impossible. Non, mais elle s'appellerait Marseille, c'est tout. Oui, on ne peut pas la débaptiser. Non, impossible ça. Tu l'appelles Marseille, tu dis que Marseille devient un prénom et voilà. Donc voilà, ça c'est réglé. On n'en parle plus. Physiquement, elle serait méditerranéenne, donc elle aurait sans doute la peau plus mate que moi, parce que moi j'ai du mal à bronzer. C'est mon sang alsacien, parce que je suis à moitié alsacienne. Elle pourrait avoir mes cheveux, ça c'est bon. Voilà, elle serait méditerranéenne, quoi. Donc elle pourrait être de plein d'origines différentes, parce qu'à Marseille, t'as un peu toutes les nuances. Mais voilà, elle serait méditerranéenne, d'un peu où tu veux. Et puis d'ailleurs, elle pourrait changer. Tiens, ça serait marrant que ce soit une femme qui le matin est un visage, à midi elle en aurait un autre, le soir, tiens, ça, ouais, c'est ça. En fait, ça serait une femme avec plusieurs visages, ou plusieurs corps, enfin, tu vois, et qui représenterait plusieurs Méditerranées, parce qu'en fait, à Marseille, t'as tout, et puis même historiquement, tu vas avoir un coup, elle va être italienne, un coup, elle va être arménienne, un coup, elle va être algérienne, un coup, elle va être... Et tout ça en même temps, et puis ça se croise, ça se recroise. Et ça depuis toujours, depuis 2600 ans qu'elle est là. Les Grecs débarquent, ils font de Marseille, et puis après c'est parti, quoi. Donc voilà, elle aurait plein de visages et des changerait de couleur de Dieu. C'est pas très joli, mais des couleurs de Dieu. Puis elle serait certainement brune quand même, parce que blonde, ça marcherait peut-être pas. Et puis voilà. Donc voilà, elle serait comme ça, et psychologiquement, elle serait pas facile à vivre, je crois. Pas facile à manipuler. Elle parlerait fort. Elle parlerait mal. Elle aurait l'insulte facile. Elle aurait pas peur de dire des gros mots. Elle boirait pas mal. Puis comme on est dans les clichés, on va dire qu'elle pourrait jouer aux boules. Non, là, c'est vraiment nul, quoi. Mais non, ça lui irait pas. C'est marrant, ça lui irait pas, je pense. Tu crois? Ouais, je sais pas. Je crois qu'elle ferait surtout ce qu'elle a envie. En fait, ça serait une fille limite chiante, hein, je pense, des fois, un peu bulldozer, un peu je fais ce que je veux et je t'emmerde. Il y a un peu de ça quand même dans Marseille. Ouais. Donc ça serait quelqu'un comme ça. Ouais, changeante physiquement, parce qu'il faut que tous les repères de la Méditerranée se retrouvent en elle, parce que Marseille, c'est ça. Et puis au niveau caractère, elle serait sympa, mais un peu remuante, quoi. Un peu rebelle. C'est marrant. Quand j'ai imaginé cette question, je te voyais dans une des facettes.
en me disant c'est marrant parce qu'elle pourrait avoir ce côté mystérieux et solaire et en même temps voilà, ce en dessous être capable de dire des choses comme ça ou d'incarner un homme. Enfin, c'est ce côté multicapacité et multifacette. Et c'est marrant parce qu'on voilà, je t'imaginais quand tu l'as dit, quand tu m'as dit voilà brune un peu comme ça. Et du coup, voilà, il y a autant des côtés qui pourraient être toi et en même temps une autre. Et du coup, voilà, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée que tu puisses être un des visages et une des faces de Marseille. Voilà. Ça va, ça va. va. Ça lui ça me va bien. Je prends. Ça aussi, je prends. Iso, Norek, Marseille, je prends. C'est bon. Voilà. Je te remercie beaucoup, Stéphane. Gros bisous. Merci à toi. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc effectivement, on a vu une cagole avec des créoles. Bon, moi j'ai dit que j'ai dit une Sonia Robinard, quoi. Non? J'ai pas dit cagole, moi. Moi, j'ai jamais dit non, cagole. Non, c'était dans les Voilà. commentaires. Zab, qu'on embrasse. D'accord. Laura qui a rajouté. Voilà. Ouais. En off, je vois ça. Une Sonia Robinard, quoi. Voilà. Oui. Je veux dire quoi, ça? Non, mais Sonia, il faut prendre ça pour un compliment parce que si on te dit que tu pourrais être Marseille, voilà. Je le prends pour un compliment. Voilà. Il y a deux questions intéressantes qui sont arrivées pendant que vous échangiez, mesdames. Il y a Christophe Lomont qui est avec nous. Bonsoir. Qui nous dit: Audrey, pensez-vous que vous pourriez écrire un roman illuminé sur Marseille? Le roman noir colle à la peau de Marseille, mais c'est une ville où la lumière est incroyable. L'aborder du côté pile. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de sans répondre? doute. Ben, je vois tout à fait ce qu'il dit et je suis absolument d'accord. Parce que Marseille, c'est une lumière. J'ai réalisé la lumière qu'il y a dans Marseille. Alors, la lumière météo, enfin la vraie lumière, quoi. Quand j'en suis partie et qu'on m'a muté dans le nord et j'ai réalisé à quel point le bleu du ciel était bleu ici, d'un bleu qui n'était pas ailleurs. Et que voilà. Enfin, c'est bateau ce que je dis, mais c'est vrai. Et mais c'est toujours pareil. Ouais, c'est pas mal. Le truc, c'est que moi, en tant que lecteur, une histoire. Alors, si on dit un roman illuminé au sens un roman positif, quoi. Moi, les feel good, ça m'emmerde. Non, je m'ennuie en fait. Je m'ennuie quand il n'y a pas d'aspérité. De drame. Donc, un roman illuminé sur Marseille, si ça veut dire un roman où tout va bien, pour moi, il n'y a rien à raconter. C'est super à vivre quand il ne se passe rien. Enfin, quand il ne se passe rien de mal, je veux dire. Mais à lire, je m'ennuie. Donc, du coup, moi, je ne vais pas pouvoir écrire le roman illuminé. Marseille, je serais curieuse d'en lire un. Après, par exemple, il y a un auteur au bruit du monde qui s'appelle Rémi Baille qui a écrit La Crique. Non, pas tout à fait le titre, je crois. Bon, Rémi Baille, La Crique, ou presque. Et c'est lumineux, pour le coup. Non, Crique, c'est R-I-Q-E, ça se passe dans une calanque. Et c'est vraiment, le roman est lumineux, on sent le soleil à toutes les pages. Mais malgré ça, c'est pas une histoire linéaire et où il se passe, où tout va bien, quoi. Donc si c'est ça, si c'est écrire comme un roman comme ça, oui, ça marche très bien. Lisez Rémi Baille. Mais si c'est une histoire lumineuse au sens, ouais, super, tout va bien, on est heureux, allons à la plage, ça va être sympa. Ben, c'est ennuyeux, je trouve. Voilà. Donc, mais bon, connaissant Christophe Lomont, c'est un lecteur que j'ai rencontré sur un salon. Et je pense que c'est pas ça le sens de sa question. Je pense que c'est vraiment lumineux au sens éblouissant. On en prend plein. Voilà, la puissance du soleil, quoi. Je pense que c'est ça son idée. Et ça, oui, bien sûr, ça fait partie de Marseille. J'espère avoir un peu fait un roman illuminé. Pour le premier, pour Le soleil ne brille pas pour tout le monde, justement. Après, si c'est un roman illuminé du genre, elle est un peu illuminée, ça, je sais pas. Ça, j'ai pas encore testé le roman comique, un peu fou, un peu loufoque. Il y en a aussi. Il y a un auteur qui s'appelle Guillaume Chérel,
qui a fait un roman loufoque. Et il fait ça Ouais. super bien. Voilà, après, moi, j'ai pas encore testé. À mon avis, je suis pas sûre d'être la bonne personne pour faire ça. Je suis un peu loufoque dans la vie, mais pour l'écrire, c'est pas facile la comédie. Enfin, la comédie. Faire rire, c'est super dur, je pense. Et ouais, oui, Voilà, c'est très donc, dur. ouais, je sais pas. Juste pour répondre, il y a Dominique effectivement qui nous dit pour Rémi Bail, c'est les enfants de la crique. Merci beaucoup. Les enfants de la crique, évidemment, c'est Voilà, ça. Ouais. qu'on peut retrouver effectivement aussi au bruit du monde. Mm. Frédéric qui nous dit merci beaucoup pour cette magnifique émission une fois de plus. Jean-Guy déjà vendredi pour la prochaine. Bah, vraiment merci beaucoup à Frédéric. Il y a Laurent qui nous dit Audrey, on a besoin dans la vie de gens simples et authentiques. Devrions-nous avoir besoin de héros? Il y en a eu, mais les choses ne devraient-elles pas être plus naturelles? Allez, on finit avec cette question. Dans la vie? Oui. Dans la vie, c'est bah oui. Mais moi, je pense que les héros sont des gens simples et authentiques. C'est les héros du quotidien, quoi. C'est ceux-là, les héros, les vrais héros. Voilà. Moi, c'est ça que je dirais. On a besoin de plein de héros simples et authentiques. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour cette émission. Effectivement, on rappelle que tu étais avec nous pour nous parler de ce livre Cargo Blues aux éditions Le Bruit du Monde, qu'on remercie aussi pour l'organisation de cette émission. Voilà, que de beaux sourires, un live chouette, comme d'habitude. Un grand merci à tous, nous dit Laurent. Vraiment, merci à tous. Sonia, est-ce que tu veux dire quelque chose pour terminer? Non, c'est encore un live que j'ai adoré. Et puis, au plaisir de revoir peut-être bientôt Audrey. Ah ouais, j'aimerais bien te voir en vrai. Et pas juste par écran interposé. Ouais, si t'es sage. Si t'es sage, tu auras droit à un billet d'avion pour venir. Séraphine? Non, mais encore une fois, je suis bluffée. C'est vrai que moi, le polar, à la base, c'était pas trop ma littérature. Moi, j'étais plutôt, tu vois, dans le feel good et compagnie. Et je me rends compte à quel point à quel point les auteurs de polar, en fait, sont intéressants et sont justement solaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas obligé d'être ce qu'on écrit. On est au contraire. Ça sert aussi à s'évader et donc de pouvoir être... de rencontrer des gens que j'imaginerais tellement avec une plume feel good et me rendre compte en fait de ce qu'ils sont capables d'inventer et d'écrire. Je trouve ça de plus en plus fascinant et de plus en plus agréable en plus parce que je m'y mets au polar en plus, c'est malin. Eh ben, merci à toi. Et toi, Audrey, effectivement, si tu veux rajouter quelque chose pour les personnes qui nous regardent ou pour nos deux acolytes en dessous. Voilà, pour tout le monde, je vais rajouter la même chose, c'est merci. Merci de me lire, merci de me recevoir, merci d'être curieux de ce que je fais, voilà, merci. Eh ben, merci à toi. Encore une fois, je le rappelle que tu es avec nous pour ce livre Cargo Blues aux éditions Le Bruit du Monde, ton 3e roman où effectivement Marseille est un bon polar marseillais, effectivement, comme on les aime. On rappelle qu'on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Alors, tu m'as fait parler le fil, Sonia. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise? Mais non, mais c'est non, tu t'es un peu figé. Moi, je me suis piégé? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. D'accord. Bon, c'est un petit bug technique, mais c'était chouette. Au suspense, bravo. On attendait la Merci. suite. Bon, je ne sais pas où j'étais arrêté, mais en tout cas, on rappelle qu'on peut te retrouver sur Facebook et Instagram. On peut également te retrouver sur le site Le Bruit du Monde, www.lebruitdumonde.com. Donc vraiment, merci à tous. Merci à tous d'avoir été présents. Je ne sais même plus comment je dois finir. Je finis comment? Ah oui, juste rappeler effectivement que vendredi, on reçoit Sophie Debaer pour son livre Le secret des mers aux éditions JC Lattès, dont on a eu l'occasion effectivement tout à l'heure d'avoir un petit mot de la part de Sonia. On se donne donc rendez-vous vendredi. Je vous rappelle que l'émission est en direct le mercredi et le vendredi à 19h30 sur Facebook et sur YouTube. En attendant, lisez des livres, lisez du polar, lisez du feel good, lisez ce que vous voulez et surtout, j'en finis toujours comme ça, allez rencontrer les auteurs sur des salons puisqu'encore une fois, on fait de magnifiques rencontres et suivez-les sur les réseaux sociaux pour savoir où les retrouver. Et les deux autres... Et allez en librairie. Aussi. Ah bah aussi, ah bah oui, quand je dis salon, librairie, oh là là,
Et en plus, je me suis fait rattraper à l'ordre par la chef. Allez, en tout cas, merci à vous. Très bon, non pas très bon week-end, très bonne fin de semaine et on se dit donc à vendredi. Ciao. À vendredi. Vendredi. Allez, soyez sages.